En fait, le racisme anti-blanc, c'est comme c'est comme la misandrie. C'est-à-dire que ça vexe, mais ça ne tue pas. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'écho de nos réflexions, épisode 7. Bon, bienvenue à tous et à toutes. Merci pour cet épisode 7. Moi, je m'appelle Marine, je suis maman zèbre sur les et nous avons ici Hafid Feed, Sabrina. On vous a concocté ici une safe place pour, à notre image, pour pouvoir échanger sur les sujets d'actualité ou des sujets qui nous importent et qui nous impactent. Donc ces réflexions, on les a entre nous et on les partage avec vous. Tu nous présentes l'overlay ? Oui, bien sûr. Alors, on a basculé sur un nouvel overlay pour ceux qui nous suivaient. En fait, en gros, en bas, ça nous tenait à cœur que vous puissiez savoir où on en est. Parce que parfois, il y a des parties qui nous intéressent plus que d'autres, où on a envie de zapper certaines choses. Donc là, tout de suite, on est dans l'introduction, le moment qu'on partage ensemble pour pouvoir se saluer. On passera ensuite à la saveur du jour, ces petites informations qui nous laissent un goût amer ou un goût assez doux dans la bouche. On passera ensuite à l'onde de fond. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier puisqu'on va faire un react sur une vidéo qu'a choisie Marine. Et enfin, on enchaînera avec le Kikadi, ce petit jeu où nous essayons de faire deviner l'une à l'autre des phrases dites dans la sphère publique avant de nous dire au revoir dans la fin du stream. Donc dans cette intro, je voulais revenir sur le fait qu'on commence à avoir quelques réactions sympas et d'interactions sur, notamment sur les vidéos TikTok. Et c'est chouette. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui nous mettent des commentaires et qui interagissent avec nous parce que c'est un peu le but en fait de l'opération. Donc voilà, ça prend, c'est chouette. Ok, je pensais que tu allais développer, que tu allais dire des interactions qu'il y avait ou des machins. Non, tu disais juste qu'il y avait des interactions. Ok, d'accord. Du coup, les gens parlent. Des gens. Non mais attends, quand même, c'est mieux. Ouais, tranquille, après, petit à petit, hein. Petit à petit, poulette. D'accord. Est-ce qu'il y avait un point sur lequel tu voulais revenir par rapport à l'épisode de la semaine dernière ? Non, mais après, si toi, tu voulais développer de ce côté-là... sur le fait que justement, on fait un react aujourd'hui pour essayer quelque chose de différent. Moi, j'allais revenir sur l'onde de fond vite fait. Tu sais, on avait parlé de l'idée de soumettre nos idées à ChatGPT pour voir si au final... Ouais. Mais en fait, en réalité, j'allais me prêter à l'exercice. Et en fait, ChatGPT, il va toujours dans le sens où tu veux aller. En fait, on peut avancer tous les arguments qu'on veut. Dès lors où les arguments ils sont fondés, il nous dira oui. Mais si quelqu'un de l'opposition remet des arguments dans son sens, il dira oui. Donc en fait, ChatGPT n'a aucune objectivité puisqu'il se met forcément du point de vue de la personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'au final, ça manque de... Il donne des idées génériques au début, mais il les approfondit pas. Et en fait, il approfondit que quand il a des arguments dans ton sens. Donc c'est pas ouf, tu vois. En fait, il est totalement influençable, ChatGPT. C'est pas de l'influence, c'est qu'en fait, il te donne les arguments que tu veux entendre. Par exemple, je sais pas moi, tu vas faire une recherche sur le meilleur appât pour la pêche à la mouche, je te dis une bêtise. Et toi, tu veux absolument qu'il te dise que les appâts vivants, c'est le mieux. Il va aller dans ton sens parce qu'il sait très bien que s'il dit que les autres appâts, c'est pas ce... Enfin, c'est pas... S'il te suggère d'autres appâts alors que toi, il sait que tu veux des appâts vivants, il n'y a pas d'intérêt. Elle était nulle, ma comparaison. Mais j'ai eu que ça qui m'est venu en tête. Écoute, moi, je salue la diversité des métaphores que tu prends. Parce que fallait y penser à celle-là. Merci. Si, il faut dire merci. Ok. Mohamed, il parle des haters aussi. Est-ce qu'on a des haters, Marine, sur les réseaux sociaux ? Je dirais pas des haters, mais il y a certains propos qui ont soulevé, comment dirais-je, des métaphores pas... Il y en a qui n'ont pas compris la métaphore ou qui n'ont pas voulu la comprendre. Je dirais pas des haters, mais des
Décepteurs. Des sceptiques. Décepteurs. Ok, d'accord. C'est bien, c'est le plus intéressant en fait. Tu peux pas discuter avec un hater. Par contre, quelqu'un de sceptique et qui est pas d'accord avec toi, ça c'est chouette. Ouais, il va te lâcher un mouais. Tu sais, ça c'est la phrase, c'est t'as pas tort, mais je te donne pas raison. Tu la connais cette phrase-là? Mouais. Quand même. Mouais. Donc voilà, donc ChatGPT est très influençable et donc on peut s'en servir comme d'un outil, mais c'est pas ouf pour faire des grandes discussions ou approfondir une discussion et avoir un échange intéressant. Ouais, c'est ça, exactement. L'homme reste encore le meilleur outil d'échange pour ce genre de sujet. Et en l'occurrence, la femme. C'est ça. Bon, et ben écoute. On passe à la saveur du jour ? On passe à... Avec plaisir. Un couscous à la poulpe. C'est très étrange, c'est bon ça. C'est très tunisien ça. Après, oui, c'est forcément que tu dois valider. C'est vrai. Ouais, bah oui. Nous ne parlerons pas du coup de goût culinaire ici, ça pourrait créer des conflits entre toi et moi. Du couscous à la poulpe. Oh là là, j'en peux plus. Combien de saveurs du jour t'as ? J'en ai 3. Ok, moi j'en ai une 75, où j'en ai... En fait, il y a 2... Ah, c'est précis, ça tient. Ouais, en fait, c'est pour dire du coup, 2,75 aussi. j'en ai une mini qu'on va mettre au milieu, mais... Ok, d'accord. Moi, je te suis. Qui fait le pain, qui fait la viande ? Tu fais le pain, je fais le reste. Allez, on y va, c'est parti. Donc dans cette première saveur du jour, moi j'ai envie de revenir sur les manifestations antifascistes du samedi 22 mars. Faire un petit récap en fait de ce qui a pu se dire dans les manifs. Bon déjà, alors je me suis tapé 3 comment dirais-je, live différents, de recap de live différents de manifs, à l'avant, au milieu et à la fin du cortège. Je n'ai entendu que des slogans certes antifascistes, bon, mais rien de choquant. Donc siamo tutti antifascisti, il y avait Antifa, Paris, Antifa, Paris. En réponse à Paris est nazi, qu'on a entendu dans les rues de Paris il y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu également police partout, justice nulle part. Un classique. Voilà. Un grand classique. J'ai vu pas mal de manifestants, bien sûr à l'avant du cortège, interpeller les forces de l'ordre pour leur dire: les gars, vous êtes de notre côté, qu'est-ce que vous faites en armes en face de nous? En fait, on est dans le même panier. Quoi est-ce que... Donc voilà, enfin, vaine opération de tentative de convaincre des stormtroopers. Voilà, donc c'était assez intéressant de regarder tout ça. Donc si jamais ça vous dit d'en voir un peu plus et d'avoir surtout des interviews de vraies personnes qui existent et qui ont une certaine réflexion et qui ont fait partie de ces cortèges, vous pouvez aller sur le site du Média. Il y a eu plusieurs interviews dans une vidéo qu'ils ont proposée. Donc voilà, je vous laisse aller regarder sur YouTube. C'était vraiment très sympa. Et je me suis farci aussi la contrebalance, c'est-à-dire le JDD qui a fait un article juste avant les manifs. Et pourquoi tu t'imposes juste ça? Le titre, Pourquoi tu t'imposes ça? Parce que je me dis, il faut quand même que je regarde ce qui se passe de l'autre côté pour comprendre un peu à quel point on est en antagonie avec les médias mainstream. Je mets le JDD très à droite du mainstream, mais c'est quand même du mainstream. Manifestation du 22 mars, le carnaval grotesque des antifascistes d'opérette. Oui, donc là, on est totalement dans du journalisme, en fait. C'est de l'objectivisme. C'est du journalisme, c'est neutre, c'est objectif, c'est sourcé. Je continue, donc ça, c'était que le titre. La grande mascarade antifasciste, cette comédie grotesque mise en scène par la France insoumise.
Il se jouera cet après-midi le spectacle le plus hypocrite de l'année, sous les tambours médiatiques et les trompettes indignées d'une gauche déboussolée. Franchement, ça vaut le coup d'aller lire l'article. Juste pour la vibe. Parce que là, en fait, à chaque phrase, il y a des mots pour appuyer le propos. Ouais, il s'est perdu Voilà, dans ses c'est effusions divertissant. lyriques. Ok, ouais. Moi, j'y étais, moi, à la manifestation samedi, à celle de Ah ouais, t'as pu à celle de la ville de Rouen, parce que nous, on a un truc qui nous tient un peu plus à cœur, c'est la tentative de suicide de ce jeune étudiant en master de droit. En Oui, fait, oui. il y a un élu municipal qui est aussi professeur à l'université de droit de Rouen qui a eu de façon répétée des propos racistes en fait envers un jeune, en lui disant par exemple vous devriez faire votre devoir chez vous dans la jungle, ou encore on reconnaît la valeur d'un master au nombre de noirs et d'arabes qu'il a. Et du coup en fait ce jeune en a eu assez, il a sauté de la passerelle de l'université. Donc forcément que ça a choqué tout le monde, et il y a eu un gros mouvement de solidarité et d'indignation. Cet enseignant, il a été mis à pied pendant 18 mois, mais c'est pas suffisant, puisqu'en fait, il est mis à pied auprès des élèves de master, mais pas auprès des élèves de licence ou d'autres niveaux, en fait. Donc, les élèves ont dit non, nous, on veut qu'il soit exclu, qu'il perde son poste, qu'il n'enseigne plus. En fait, il n'a pas à enseigner. Et il y a eu 2 discours de fait par le président de l'université, et à chaque fois, c'était très politique, très diplomate, oui, ce drame, nous vous entendons, enfin, tu sais, des phrases à la De Gaulle pour apaiser. Oui, et oui. en fait, ça servait strictement à rien, donc forcément que les jeunes ont continué de s'indigner et ont manifesté aussi là-dessus, puisque c'était dans la continuité, en fait, contre le racisme. Donc j'étais très fière d'être à leur côté. La marche, elle a été très longue. Il y a eu un long discours aussi là-dessus. Et en fait, ils ont réitéré cette marche lundi. Sauf qu'ils n'étaient plus 200, ils étaient 600. Donc, autant dire que ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun débordement. On a été très bien encadrés. Enfin, Rouen, ça n'avait rien à voir avec les images qu'on pouvait voir de Paris. Bon, bah écoute, tant mieux. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre ce monsieur-là ? Oui, une plainte a été déposée. Normalement, il y a une enquête en cours. Mais bon, ça veut rien dire, quoi. Parce qu'il me semble que le harcèlement, c'est interdit par la loi, c'est puni. Il me semble que de harceler quelqu'un et en plus le racisme, les propos racistes, c'est interdit, je crois. Hein. Oui, je suis pas mais sûre. c'est un élu municipal. Alors apparemment, c'est un élu municipal de l'opposition. Ouais. Parce que la mairie de Rouen, en fait, apparemment, elle est de gauche. Gauche socialiste, quoi. Donc voilà. Gauche. Gauche. Ouais, mais bon, il est quand même... Je veux dire, le mec, il est élu. Je veux dire, qu'il soit dans l'opposition ou pas, il fait partie des élus. Ouais, mais en fait, c'est surtout qu'en fait, je pense qu'en fait, on a trop mis au placard ce devoir d'exemplarité. En fait, on est là, tu vois, parce que pour en revenir à moi un peu, parce qu'on ne parle pas suffisamment de moi, mais pour en revenir à moi, qui suis dans l'enseignement, nous les profs ou les gens qui sont de ce milieu-là, on s'en prend plein la gueule. On ne doit pas faire de fautes d'orthographe, on ne doit pas dire de gros mots, on ne doit pas mal parler, on doit toujours être parfait, on doit faire nos déclarations d'impôts, on ne doit pas mentir à la CAF. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va vraiment surtout. On ne doit pas fumer, on ne doit pas boire, on doit... Vraiment, à croire qu'une fois qu'on a fini notre service, on nous dégonfle et on nous range dans un placard. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. On est des humains, on a des faiblesses, on a des qualités, Non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, on nous impose, tu vois, cette rigueur-là au motif que nous sommes fonctionnaires et représentants d'État. Mais qu'en est-il des forces de l'ordre ? Qu'en est-il des élus de notre État, en fait ? Ce côté géométrie variable, c'est quelque chose d'abject, en fait, je trouve, dans notre société. C'est dégueulasse. Tu vois, c'est fatigant, quoi. Alors, je dis pas qu'il faut
Tout le monde n'a pas le même, n'a pas le même traitement, tout le monde n'a pas le même poids et c'est insupportable. Enfin, c'est pas normal. C'est pas ça, vivre en communauté. Mais c'est surtout qu'en plus, tu vois, on peut pas d'un côté taper sur le milieu éducatif en leur demandant une exemplarité totale qui en devient même impossible, puisque personne n'est parfait et personne ne peut être parfait H24, même dans son métier. Tu sais, un prof qui à un moment donné s'énerve contre un élève, puis se dit bon, j'ai peut-être un peu merdé, fait une faute d'orthographe parce qu'il est fatigué, qu'il a corrigé des copies jusqu'à 2h du mat, ou tu vois ce que je veux dire, on peut à un moment donné être agacé. Et à l'opposé, on accepte des mecs qui sont racistes, harceleurs, antisémites, menteurs, et on dit rien. Tu vois ? Enfin, il y a un juste milieu à un moment donné. Et on leur verse un salaire pour ça. Parce que, quand même, le mec, il est donc enseignant dans une université, fonctionnaire. Okay. Enfin, en tout cas, il touche de l'argent de l'État. Élu, il touche de l'argent de l'État. Donc, de l'État, de nos impôts, de nous. Exactement. Et tu vois, c'est horrible parce que... Je pense qu'on a quand même tous, collectivement, un droit de regard au carré sur ce que ce mec dit et fait. Ouais, mais tu sais, en plus, tu vois, ce qui est gênant, c'est que ce mec-là, du coup, il est dans les deux camps. Il est dans le camp des profs dont on demande beaucoup et dans le camp des élus auxquels on tolère tout. Et je pense qu'en fait, c'est à ce moment-là, tu vois, que les choses se sont perdues. C'est que cet élu auquel on donne du pouvoir sans donner de conséquences à ses dires, s'est retrouvé dans ce positionnement de prof où en fait il s'est oublié, tu vois. Ah oui, merde, c'est vrai, on peut pas être raciste ici au boulot de prof, on peut être raciste que quand on est à la mairie. Ouais, et puis c'est surtout que t'as des jeunes, alors des jeunes adultes, mais des jeunes en face de toi. Des personnes qui sont en devenir et qui sont... j'ai pas envie de dire plus fragile parce que c'est pas vrai, la jeunesse n'est pas fragile, mais qui sont dans des situations qui sont plus compliquées que la moyenne. Ouais, mais surtout ils ont moins de poids, tu vois. En plus, oui, bien sûr. Je veux dire, si à un moment donné la parole des étudiants avait une quelconque valeur, ils seraient pas tous en train de crever de faim. Tu vois. Voilà. On viendrait pas leur dire oui, mais tu sais, nous à l'époque on galérait aussi, on avait eu 2 tafs et pourtant on se plaignait pas. Ah, donc au motif que toi t'as vécu la misère, tu veux pas vouloir le mieux pour les nouvelles générations. C'est ce qu'on appelle l'évolution, je crois, en fait, tu vois. C'est à ça que tend notre espèce, c'est au final à améliorer nos conditions de vie et à trouver un équilibre pour que tout le monde soit heureux. Enfin, je pense que c'est ça, normalement, qu'on devrait espérer, non ? Le truc, c'est que, tu vois, il part d'un postulat, oui, ça m'a pas tué, donc ça tuera pas les autres, ça les endurcit. Mais qui t'a demandé d'endurcir la jeunesse ? Peut-être qu'il faudrait que la jeunesse aille plus loin dans ses études, soit plus performante dans ses études, parce que tu vas pas me dire qu'avec 2 tafs ou en allant je sais pas moi, à l'école en hiver à vélo, tu t'es pas un peu fatigué, que tu as été totalement 100% disponible, que tu as appris autant et aussi bien que ce que tu aurais dû. Est-ce que tu es la personne la plus avancée que tu aurais dû être ? Je ne crois pas, Jean-Michel. Donc peut-être que si les nouvelles générations sont dans de bonnes conditions, on pourra avancer collectivement mieux. Il y aura un meilleur enseignement, une meilleure des personnes mieux instruites. C'est des personnes qui demain seront plus intelligentes et donc qui vont mieux représenter la France dans le métier qu'elles vont exercer, c'est pas moi. Non, mais en plus, tu mets en avant 2 choses, tu vois. C'est un argument que j'aime pas du tout, mais en fait, il est criant de vérité ici. C'est le côté de se dire, si moi j'ai galéré, pourquoi lui ne galérerait pas ? Tu vois, il y a un côté un petit peu jalousie. Enfin, le mot est horrible, tu vois, parce que je trouve que ça fait très gamin de dire ça. Mais en réalité, c'est ça, tu vois, c'est de l'envie. En fait, qu'est-ce qui justifie que lui n'en chie pas alors que moi j'en ai chié ? Bah en fait, c'est la vie, c'est comme ça, tu vois, comme il y a des gens qui sont plus riches, des gens qui sont plus beaux, des gens qui sont plus intelligents, et à un moment donné, c'est de l'acceptation de soi, tu vois. Travaille sur toi-même, Gérard, en fait. Ne viens pas faire chier ton monde. Et la deuxième chose aussi, c'est d'un point de vue social,
c'est que souvent, tu vois, ces jeunes-là qui se retrouvent à devoir faire plusieurs emplois pour pouvoir s'en sortir, etc., Ouais. bah, leur licence, au lieu de la faire en 3 ans, ils vont la faire en 5 ans. Leur master, au lieu de le faire en 2 ans, ils vont le faire en 4 ans. Donc tu t'imagines qu'au final, ils restent encore plus longtemps dans la précarité parce que bah, c'est plus Ouais. difficile de pouvoir valider leurs années, de pouvoir... La fatigue, la faim, la pression psychologique. Et donc, bah, ils se battent pour avoir une meilleure vie. Et encore, tu vois, franchement, quand j'étais jeune et que je travaillais dans la restauration, le plongeur, il avait un doctorat en philosophie. Le voiturier, il avait un master en sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était des mecs qui avaient des études sup, mais qui se retrouvaient là parce que, bah, forcément, ils étaient racisés, donc ils n'avaient pas de taf. Ils galéraient encore plus, tu vois. Tu te rends compte? Donc tu t'imagines que déjà, on vient imputer aux jeunes de faire des études, qu'on leur dit qu'en plus, ils doivent en chier pendant leurs études, et qu'en plus qu'ils ont leurs études et qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot, bah c'est leur faute en fait, ils avaient qu'à pas être noirs et arabes. Mais qu'est-ce que c'est que cette société à pas vouloir le bien pour les autres? Enfin, vraiment, les étudiants, ils sont mais tellement maltraités. Donc, pour en revenir à ton sujet, moi, j'étais très fière de les voir se battre et j'espère que les nouvelles générations auront beaucoup plus d'éducation politique et sauront vite s'engager parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. On espère. Ouais. Alors moi, je voudrais parler d'une histoire qui m'a énormément choquée. C'est un homme qui est décédé, qui s'appelait Ibrahima Traoré, qui est décédé et qui a d'un violent arrêt cardiaque. Donc la famille s'y attendait pas, ça a été d'une grande violence pour eux. C'était un homme très aimé par ses proches. Et donc premier coup dur. Et en fait, au moment de l'inhumation, lorsqu'ils sont venus identifier le corps de leur père, ces enfants se sont rendus compte que c'était pas la bonne personne devant eux. Donc ils ont demandé où était le corps de leur père. Et en fait, ils se sont trompés. Ils ont inhumé ce monsieur au Sénégal au lieu de l'envoyer au Mali. Punaise, c'est pas possible. Marine, en tant que blanche, on te dit ça. Quel est le premier argument que tu mets sur la table? Vraiment, en tant que blanche. Moi, là? Ouais. Ah, ben, ouais, un noir ou un autre, c'est pareil. Voilà. On est d'accord. Il n'y a pas d'autres arguments, en fait. J'aimerais bien, tu vois, savoir si t'as, je sais pas moi, un Estonien et un Ukrainien qui décèdent la même semaine et qui sont dans des frigos la même semaine, s'il y a un échange. Non, il n'y aurait pas d'échange puisque, bah ouais, Mais non, c'est des pas blancs. pareil. Mais non, c'est des blancs. Ah, voilà. Mais non, c'est des blancs. C'est des blancs. J'ai pris volontairement un exemple de personnes qui sont loin de chez nous, tu vois. Mais blancs. Oui, complètement. Complètement. T'imagines cette histoire-là, même pas la famille. Mais imagine-toi cette histoire. Les familles. Imagine-toi cette histoire-là, elle se passe, je sais pas moi, au Japon. Au Japon, t'as un Français qui décède la même semaine qu'un Belge, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, on les envoie l'un à l'autre. Mais c'est pareil, c'est des blancs. Franchement, c'est bon qu'ils aillent à Liège ou qu'ils aillent à Marseille, c'est la même chose, faut arrêter, tu vois. Bon, ok, Nico, t'as merdé, tu t'es trompé, ça arrive, ils se ressemblent tous. Bon, je comprends. Personne te jette la pierre. C'était vraiment, enfin, pareil, quoi. Regarde, Mais la douleur des familles, c'est déjà tellement dur de perdre quelqu'un. Non, mais est-ce que tu là, t'imagines... tu te retrouves dans tu sais, Ah, non. Non, mais tu sais que Il y a trop de paramètres. C'est surtout qu'en plus, ils ont dit non, mais vous en faites pas, on va régler le truc. Ça veut dire qu'il y a eu les funérailles et que du coup, ils vont réinhumer. Enfin, ils vont exhumer le corps pour le renvoyer au Mali pour refaire. Non, mais. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouve que cette histoire n'a pas fait suffisamment de bruit à mon goût. Pour ma part, je voulais enchaîner sur une petite news comme ça en passant. Est-ce que tu te rappelles de la mort du petit Émile en juillet 2023 ? Ouais, même qui avait été retrouvé par une joggeuse après, qui avait touché le crâne, etc. Ouais, ok. Voilà. Donc là, on est quasiment 2 ans après et ce matin, il y a eu un rebondissement dans l'enquête. Il y a en ce moment même
des perquisitions qui sont en cours chez les grands-parents, donc le grand-père et la grand-mère qui avaient la garde de l'enfant au moment de sa disparition, et 2 de leurs enfants, donc oncle et tante du petit Émile. Donc perquisition et garde à vue pour les 4. Donc le grand-père et un oncle et une tante, on ne sait pas lesquels, parce qu'ils ont 10 enfants, ce monsieur et cette dame. Donc les parents du petit Émile ne sont pas concernés, mais voilà. Donc c'est en cours. Ouais, bah écoute, je vais rien dire, vivement qu'on puisse faire la lumière là-dessus et espérer qu'il puisse enfin trouver le repos, ce petit être. Ouais. Et tu vois, c'est aberrant parce qu'en fait, je crois qu'en plus, cette famille-là, ils avaient un mode de vie un petit peu atypique, très reclus, communautaire, etc. Très catholique, religieux, très... Ouais. Et en fait, on a très très peu d'impact, tu sais, sur ces familles-là, dans le sens où, comme elles ont décidé de vivre un peu en autarcie, elles sont dans leur monde et elles s'éloignent volontairement de l'État. Et donc, du coup, protéger les enfants, c'est très très compliqué parce qu'on sait que, on en a déjà parlé plusieurs fois, le plus grand prédateur, il n'est pas à l'extérieur, il est dans la maison. Et donc... là, ouais. Ce pauvre petit bonhomme, 2 ans et demi, c'est l'âge de mon enfant. Ça me touche particulièrement, tu vois, aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, voilà. je vais rebondir sur, du coup, une bonne nouvelle. Je vais rebondir sur une bonne nouvelle. C'est que le tribunal administratif a ordonné que l'on rétablisse le contrat avec Averroès. Ah! Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Je ne sais pas. C'est une justice quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Ça redonne foi en la justice. On va voir ce que ça va donner pour Al-Kindi. Mais oui, ça veut dire que ce pressing anti-musulman et islamophobe qui règne n'atteint pas tout le monde et il y a encore des gens qui ont des valeurs. Il n'est pas compatible avec le droit français non plus. Exactement. Donc là, il y a une enquête parlementaire qui s'est ouverte sur les modalités du contrôle de l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Et donc, il y a eu des témoignages de victimes, notamment donc, de l'enseignement catholique. Je dis notamment, mais en fait, c'est exclusivement. Donc ont été entendus par les députés de la représentation nationale, notamment LFI et Parti socialiste. Plusieurs collectifs de victimes représentés soit par des victimes elles-mêmes qui font partie de ce collectif, soit par du personnel de l'enseignement. Et donc, on a Madame Evelyne Lebris, qui est la représentante du collectif des victimes des établissements du Bon Pasteur. Donc ça, le Bon Pasteur, c'était une franchise, une espèce de franchise d'établissement qui a commencé avec le premier établissement en 1835. Et il y en a eu plusieurs qui ont été ouverts en France, et c'était des établissements de placement judiciaire. Donc en gros, les jeunes filles qui avaient subi des viols, qui avaient subi de l'inceste ou qui avaient été trouvées sur le trottoir, étaient placées dans ces établissements-là, donc pour continuer leur scolarité sur décision de justice. Et donc bien sûr, ce genre d'endroit est un repère de prédateurs. Et donc on a le témoignage de Madame Lebris qui a été qui est présidente de ce collectif de victimes, qui a elle-même été victime de ces violences et de ces sévices, parce que là c'est des sévices. Ils ont créé l'association de victimes en 2020. Elle a été acceptée en 2021. À ce jour, il y a 300 dossiers de victimes vérifiés. Il y a plus de 1000 dossiers en cours. Donc, il y en a 300 qui vont partir devant en tout cas la justice. Pour juste quelques petites infos de ce qui s'est passé. Donc, les jeunes filles travaillaient, il y avait du travail forcé. Il y avait beaucoup de fugueuses, celles qui fuguaient et qui voulaient pas
se laisser maltraiter, essayer de partir. Les autres pensionnaires étaient invités à chercher les fugueuses dans les bosquets et dans les arbres si elles étaient cachées. Et il y a une nuit, une jeune fille à Nantes qui a fugué, qui est tombée de l'arbre, qui s'est gravement blessée, et les chiens de recherche des bonnes sœurs, qui n'ont de bonnes que le nom, se sont occupés de dévorer cette jeune fille. Les enseignements, les établissements du Bon Pasteur n'ont pas été fermés ou inspectés. Ils sont juste fermés en fait les uns après les autres, avec le passage à l'âge adulte à 18 ans, tu sais, l'abaissement de la majorité. De 21 à 18 ans, de la majorité, exactement. Voilà. Et puis sinon, beaucoup plus récent comme info, parce que là on est sur les années 60-70 pour Madame Lebris. Oui, on a Madame Bertrand. Après, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, c'est que, en gros, des enfants étaient confiés à la nation, et ils pouvaient disparaître sans aucun souci. Et en fait, tu parles des années 60-70, mais c'est très actuel aujourd'hui. Le nombre de disparitions annuelles d'enfants en France, il est énorme. C'est hallucinant. C'est juste qu'en fait, on n'en parle pas. Et pour... tu sais, on avait parlé de Bétarame dans un de nos lives. Ouais. Il y a la représentante de l'établissement Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine, donc Madame Bertrand, qui s'est rendu compte que l'un des surveillants de Bétarame avait poursuivi sa carrière chez eux. Et du coup, elle s'est dit oula. Donc ils ont ouvert une enquête et notamment un groupe Facebook pour recueillir en fait les témoignages. Et là, au moment où elle en parlait, la veille au soir, il y avait 189 personnes. Le lendemain, 370. Voilà, qui viennent pour déposer un témoignage. Écoute, déjà, l'initiative, moi, je l'applaudis parce que elle aurait pu faire comme tout le monde et étouffer la chose. Et non. Elle a mené l'enquête, elle a rendu ça public, elle a demandé des témoignages. Moi, j'ai toujours le bon doute, donc j'ose espérer que c'est dans un but de protection qu'elle a fait ça, et aussi de réparation, parce que tu dois t'en vouloir quand t'embauches ce genre de personnes et que t'as pas eu les antécédents. Mais en même temps, comment tu voulais qu'elle ait les antécédents vu que Bétarame autorisait ça, donc... Ce qui est positif avec cette si on peut sortir du positif de cette situation, c'est que quand même il y a une enquête parlementaire, donc ça va pas rester lettre morte. On va pas rester dans l'omerta et dans le silence comme on a été depuis toujours. Donc c'est une bonne chose. Ouais. Voilà. En fait, le monde, enfin du moins notre pays change là-dessus, et peu importe ce que peuvent en penser les conservateurs et les gens de cette droite qui veulent que nous restions dans cette France judéo-chrétienne, c'est grâce justement à la libération de la parole, au wokisme. Bien sûr. Et au fait que aujourd'hui, on ose dire ce qui ne va pas. Il y a une certaine solidarité là-dedans qui se fait, parce que il y a toujours des gens qui, malheureusement, n'ont pas le courage de parler, non pas par égoïsme ou par lâcheté, mais parce que c'est dur, en fait, c'est un traumatisme, et donc ils essaient de se protéger comme ils peuvent. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont ce ras-le-bol, qui ont ce sens de la justice, et qui ont cette nécessité à faire en sorte que tout ça s'arrête. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est grâce à ces mouvements de libération de parole et cet élan de wokisme qui vous révulse tant. Voilà. Moi, je voudrais parler aussi d'un dernier truc. C'est une affaire aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. C'est les déviances TikTok. Alors, je voudrais parler de deux choses différentes. J'ai vu une vidéo qui m'a énormément choquée. C'est un mec qui rentre dans une boutique Chanel et qui vole un petit parfum Chanel. Il ressort et il dit « Ah, regardez, sans pression, j'ai réussi à voler un parfum. » Et il re-rentre dans le Chanel et il va voir le vigile et il dit « Ah, vous regardez, vous voyez, j'ai réussi à voler un petit parfum, la sécurité, elle est nulle. » Et il balance ça sur les réseaux et ce vigile a été licencié. Voilà. Donc pour des vues,
pour des vues, on met des familles dans la précarité, on fait perdre Ouais. son emploi à un homme. Tu vois ? Super. Voilà. Mais Et en on fait, donne l'idée à des personnes un peu à la moralité à géométrie variable de faire la même chose. ouais, et en fait, tu vois, ce qui est horrible, Super. c'est qu'en fait, on vient réprimander ce monsieur qui n'a pas réussi à arrêter un voleur, sans à côté prendre en compte peut-être toutes les autres bonnes choses qu'il a pu faire, ce monsieur, juste parce que ça a Ouais. été mis sur les réseaux, et on ne vient pas se dire que la personne à réprimander ici, c'est le voleur. Même s'il est venu rendre son bien, à quel moment tu te dis, je vais tester la sécurité, je vais venir voler un bien, et c'est moi qui vais avoir raison parce que je l'ai rendu. Mais t'as volé en fait, mon pote. Ouais, non, c'est. Après, ok, peut-être que là, sur ce coup-là, ce vigile a été incompétent. Mm. À ce moment-là, certes, c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça mérite un licenciement ? Je ne crois pas. Mm. Et surtout, punaise, si l'incompétence était sanctionnée de licenciement, pouah. Qu'il y ait des voleurs, ça fait partie du truc. Enfin, tu sais, les gens volent, partent, et en fait, le vigile, il est pas là pour faire la morale, pour empêcher, enfin, pour dire aux gens, non, faut pas voler, c'est pas bien. En fait, il est là pour empêcher les gens de voler. Et ça arrive que des gens passent entre les mailles du filet. Ça veut dire que si ce mec s'était fait arrêter, il aurait fait quoi ? Il n'a pas fait attention à autre chose à ce moment-là et que, enfin, C'est tu vois, ça. profiter du fait que le vigile soit occupé à vraiment faire quelque chose d'important. Enfin voilà, du coup, cette histoire, elle m'a vraiment outrée parce que Ça y a de quoi. parce que en réalité, la personne qui a réprimandé ici, c'est en aucun cas le vigile. Oui, en fait, c'est ça. Si le gars n'avait jamais dit qu'il avait volé quelque chose, en fait, on aurait juste vu qu'il y avait un produit en stock en moins et ça se serait arrêté là, en fait, tu vois. Et le problème, en fait, c'est que ce mec est revenu et qu'en fait, il a mis le vigile devant un fait d'incompétence, alors que moi, je suis sûre et certain que c'est normal qu'il ne puisse pas, tout voir, exactement. Mm. C'était ça. Toi, quand j'ai commencé à parler des filtres, tu pensais aux filtres bizarres, les gens qui disent à quoi je ressemblerais si j'étais noire, si j'étais enceinte, si j'étais... J'ai pensé à ça. Ouais, c'est aussi problématique, mais comme là, c'était par rapport à un fait précis. Mais je suis d'accord, arrêtez avec ces filtres. Arrêtez à ce filtre à vouloir voir... Pitié. Ouais. Chair blanche et chair blanc. Nous sommes dans la même équipe là. Hein. Coucou, salut. Arrêtez avec le filtre. Et si j'étais noire Stop. C'est du blackface. C'est pas bien de faire ça. Je vais pas vous expliquer pourquoi c'est pas bien. Écoutez-moi. Voilà, on va prendre le biais d'autorité blanc. Écoutez-moi, stop, arrêtez de faire ça. Enlevez le téléphone à vos papiers, vos mamies, vos oncles et tantes. Dites à vos tantines d'arrêter d'utiliser ce filtre. C'est stop. Mais interdit, on arrête. C'est surtout que, en fait, si vous voulez savoir ce que ça fait d'être noir, vous remplissez votre CV et à la place de mettre Cindy Dupré, vous mettez Fatoumata Diallo, par exemple. Et vous allez voir ce que ça fait d'envoyer son CV bien chargé à 20 entreprises. Non mais, enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire ? Attends, tu sais quoi, vous allez... J'étais en train de penser au même nom et au même prénom. Exactement le même. Ouais. Ah, mais attends, tiens, je vais te raconter un truc super drôle. Tu sais, il y a une vidéo de Papsan qui vient de faire fureur parce qu'en fait, à chaque fois, il se fait arrêter à l'aéroport et il a demandé à la douanière, il lui a dit « Mais comment ça se fait qu'à chaque fois que je passe, en fait, vous m'arrêtez, vous me contrôlez mais vraiment, à chaque fois, il se fait toper en France. » Et elle lui a dit « Parce que vous vous appelez Mamadou. » Bizarre. Elle lui a dit « Vous vous appelez Mamadou et en fait, tous les Mamadou, il y en a 3 en France, donc on les arrête. » Et en fait, le raccourci a été fait, sauf qu'en fait, c'est pas ça l'explication. Je vais te l'expliquer parce que moi, j'ai un pote à moi qui vit ça. Il vit ça, et en fait, je vais t'expliquer. Je dis pas que Papsan a menti, hein, ou que cette douanière a menti. Hein. Je suis en train de te dire qu'il y a un problème d'interprétation. En gros, je t'explique. J'ai un copain, donc un ami de mon mari. On va trouver un autre nom. Il s'appelle Mohamed Sy. Voilà, imaginons. Il s'appelle Mohamed Sy. Et donc, à chaque fois qu'il passe à la douane, il se fait arrêter. Et en fait, le problème, c'est quoi ? C'est que Mohamed Sy, c'est un prénom et un nom extrêmement répandu. Et en fait, il se fait arrêter parce qu'il y a un mec qui s'appelle Mohamed Sy qui est recherché. Et donc, à chaque fois qu'il passe la frontière, il le bloque parce qu'il se demande si c'est lui. Et donc, tu te dis... Il a un homonyme recherché. Exactement. Donc, homonyme recherché, qu'est-ce qu'on fait de la deuxième recherche ? Date de naissance. Ils ont la même.
Ah merde. Du coup, on C'est passe au truc Une derrière. chance sur 365. Attends, mais si, même année. C'est Mais- chaud. Même jour, même mois, même année. Imagine-toi la folie. Du coup, on regarde le nom et le prénom des parents. Et bah, son père s'appelle Mamadoussi Ah non. et sa mère s'appelle, par exemple, Fatoumata Diallo. Comme le mec. Comme le mec. Donc, folie. Et le seul truc pour lequel à chaque fois il le relâche, Ça fait beaucoup là. c'est qu'ils sont pas nés au même endroit. C'est de la folie, hein. C'est chaud. Ouais, c'est de la folie. Ouais, Et franchement, donc, c'est chaud. Le en fait, pauvre. je pense que quand elle dit qu'il y a trop de Mamadou, c'est parce qu'en C'est ça fait, qu'elle veut dire. je pense que c'est ça qu'elle veut dire. C'est qu'en fait, il doit y avoir, ils doivent avoir une liste de Mamadou interdits, et en fait, à mon avis, ils doivent regarder ça, tu vois. Mais c'est pas parce que il y a trop Ouais. de Mamadou, donc du coup on les bloque. En fait, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en gros, il lui a dit, mais dans ce cas-là, tous les Philippe, tous les Roger, il y en a plein en France, en fait, pourquoi vous les bloquez pas? Et elle était incapable de Oui. pouvoir lui répondre. Mais elle pouvait pas lui répondre parce qu'en fait, elle avait même pas la bonne explication, elle avait pas compris, tu vois. Enfin, après, c'est moi, hein, C'est- peut-être que je me C'est trompe, hein. terrible. Peut-être que je me trompe, mais En fait, c'est un mélange des deux. C'est forcément un mélange des deux. Maintenant, moi, je pense qu'en fait, elle je a. suis pas sûre que Moi, je pense qu'elle a tous fait un les raccourci. Philippe Dupré qui sont recherchés sont non, mais c'est pas ça. autant. C'est qu'en fait, c'est comme si demain, tu voyais un mec qui passait la frontière et qui s'appelait Marc Dutroux. Tu vois, forcément que tu vas bloquer dessus. Tu te dis, mais attends, j'ai vu Ouais, ce ouais, nom-là ouais. sur ma liste. Ou Xavier Dupont de Ligonnès. Tu dis, mais attends, Xavier Dupont, ça. Tu vois, un mec qui vient, il s'appelle Xavier Dupont. J'ai vu ce nom, Xavier Dupont, quelque part. Et en fait, tu vas regarder et tu te rends Oui, compte. bien sûr. Sauf que si au final, tu vois. Sauf que là, elle parlait que du prénom. Oui, mais parce que moi, je te dis, je pense que quelque part, elle a fait un raccourci raciste. On lui a dit, ouais, les Mamadou, il y en a Voilà. plein qui sont recherchés. Tu fais gaffe, tu topes tous les Mamadou. Et elle a dit, d'accord. Et le mec, il lui a dit, mais pourquoi vous m'arrêtez? Parce que tu t'appelles Mamadou. Mais non, Sandrine, c'était pas ça l'explication. Enfin, Trop d'honnêteté. Trop d'honnêteté. En fait, ils deviennent trop honnêtes. ouais, mais je crois, C'est trop. je pense qu'en fait, il y a eu un problème. Mais bien sûr, exactement pareil avec les Mohamed Merah. C'est vrai en plus, t'as raison. Il y a eu plein de Mohamed Merah qui ont eu ce C'est ultra problème-là. répandu, Mera en plus, Mais bien sûr comme nom que de oui. famille. Bon, et c'est forcément comme les Mohamed, puisque Koulibaly. c'est un prénom. Les Koulibaly, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ben Aïssa, Ah ouais. Ben Soussan, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des noms qui se font toper de base. Donc forcément, je sais pas c'est quoi le nom de famille de Pape San, mais s'il a un nom de famille répandu, en fait, c'est pour ça qu'il s'est fait toper, et pas Ouais. parce qu'il s'appelle Mamadou. Voilà, onde de fond un peu particulière, puisque nouvelle overlay. Donc je galère un petit peu à faire tout ça. Cette onde de fond, on va se faire un petit react sur un sujet léger. Les tensions franco-algériennes ou algéro-françaises. Tentons d'inverser un peu les choses. Écoute, j'ai trouvé une vidéo, je me suis dit que ça pourrait être quand même intéressant qu'on écoute ce qu'ils avaient à dire sur cette chaîne LCI. J'ai pris un entre-deux. Je lance le truc et puis Allons-y. tu me dis quand tu veux faire des temps de pause ou sinon j'arrêterai. Ok, c'est parti. Ok. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux. Jeudi soir, Emmanuel Macron évoquait le cas de Boualem Sansal, 10 ans de prison requis contre l'écrivain franco-algérien. Jamais les relations entre la France et l'Algérie n'ont été aussi glaciales, avec aussi des différences d'approche dans le gouvernement français. Hier, le président algérien Tebboune a tenté de faire baisser la pression. Pour lui, la situation est entre de bonnes mains. Mais pour quel résultat ? Le gouvernement, messieurs, a-t-il vraiment la bonne méthode ? Jérôme Jaffray, sur le dossier algérien, on voit mal comment on en sort. Et surtout, on y est rentré depuis si longtemps. Si longtemps. Car la France et l'Algérie, ce sont des relations extraordinairement chargées d'histoire, de lutte, d'émotions, de victimes. Et du coup, si vous voulez,
c'est un enjeu de politique intérieure des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est ça qui fait aussi que ça n'est pas du tout la même chose que les relations d'État à État, quel que soit, par exemple, la France et le Maroc, la France et la Tunisie ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Par cette relation si particulière, et voilà, historiquement particulière. Vous savez, Yves Courrière, qui avait plusieurs volumes sur la guerre d'Algérie, son dernier volume s'appelait Les Feux du désespoir, où Philippe Labro, il a écrit un livre qui s'appelle Des feux mal éteints. Et ces feux mal éteints, on les voit encore brûler. Ils fonctionnent encore. Le risque, c'est le blocage absolu. La honte, c'est Boualem Sansal utilisé comme otage dans un affrontement où on cherche effectivement à humilier l'adversaire. Et alors, votre question qui est, est-ce que c'est la bonne méthode? C'est une question qui... bon, soyons honnêtes, la vraie question, c'est les OQTF non exécutés, où là, l'Algérie a beaucoup à se faire pardonner et à agir autrement. Nous n'arrivons pas à faire des OQTF. Alors, Combien de refus? Et encore dernièrement cette semaine, une soixantaine de refus. Pas davantage avec le Maroc, mais il y a un nombre de ressortissants. Attends. C'était bien parti, mais là, il est en train de glisser quand même, je trouve. Tu sais qu'au départ, je me suis dit quoi? Je me suis dit, oula, ça va, ils ont pris quelqu'un de l'oppose. Ah non, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà, ils lui ont dit, écoute, tu seras l'opposition, essaye un peu. Et puis à un moment donné, c'était trop fort pour lui. Je peux pas, j'ai dit trop de trucs gentils sur l'Algérie, arrête. Ah non, j'ai parlé de victimes, ah non, ça y est, je peux plus. Mais du coup, je me demande de quelle victime il parle, tu vois, là. Et moi, j'ai eu un doute quand il a dit parce qu'en fait, il parlait du côté français, Algérie. Ouais. Et en fait, je crois que les mots péjoratifs, fallait les prendre pour l'Algérie et les mots amélioratifs, fallait les prendre pour les Français, en fait, c'était ça. Donc, les victimes sont les Français. Boualem Sansal, en fait, Boualem Sansal, c'est un ressortissant algérien, à ce que je sache, non? Alors, il est français depuis octobre ou novembre 2024. Oui, mais il a sa nationalité algérienne ou pas? Voilà. Bah alors. Ah oui, bien sûr. Il est algérien d'Algérie. Mais non, mais en fait, c'est ça. Il a écrit. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, il vit en Algérie. En fait, il compare un mec qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie et qui est parti en France et qui a craché sur le pays, sur l'Algérie, sur son pays de base. Et il se dit, mais pourquoi les Algériens, au final, ils sont méchants avec lui? Et à côté de ça, il y a des mecs qui sont nés en France, tu vois, ou alors qui n'ont pas eu leur nationalité française, qui ont grandi en France, qui ont vécu en France, et ils veulent les renvoyer en Algérie parce qu'ils disent des choses pas gentilles sur la France. C'est ça. L'Algérie a décidé d'emprisonner un de ses ressortissants. La France a décidé de se débarrasser d'un ressortissant qui ne leur convient pas. Emprisonnez-les. Faites pareil, je sais pas en fait. Et à côté de ça, ils veulent pas récupérer l'utilisation du terme humiliation. L'utilisation du terme humiliation, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que te poser en victime d'humiliation parce que que la France veut renvoyer ses ressortissants à l'Algérie parce que la France a décidé qu'ils avaient commis un délit, c'est-à-dire ils sont sous OQTF, parce que c'est pas des gens qui sont des OQTF, ils sont sous une obligation de quitter le territoire français. C'est abusé. Non, mais... Moi, je trouve que c'est le harceleur qui se retourne et qui dit « Ah, tu me harcèles! Oh, tu m'as envoyé chez le CPE, c'est toi qui me harcèle !» Mais tu vois le truc? C'est exactement les propos colonialistes que tout le monde reproche à la France, en fait. C'est comme les gens qui ont quitté la France pour aller à Daesh, qui ont eu des enfants avec des terroristes, et maintenant qui veulent revenir en France avec leurs gosses, et on leur dit « Non, vous êtes partis, maintenant vous revenez plus. » Mais pourquoi ils les reprennent pas? Dans ce cas-là, si on est dans ce délire-là, tout le monde reprend ses ressortissants et se tait. Sauf que reproche l'Algérie? Parce qu'il y a eu un communiqué qui a été fait par l'Algérie. Pourquoi est-ce qu'ils refusent ces OQTF? Parce qu'ils disent, vous nous renvoyez des OQTF qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir se défendre devant la justice française. Si vous mettez un individu sous OQTF, c'est pas juste une lettre que vous envoyez. Vous laissez un droit de réponse à ces gens-là de pouvoir se défendre devant vos juridictions, et si la défense ne vous convient pas, là, cette fois-ci, vous demandez à ce qu'il soit renvoyé en Algérie. Sauf que vous ne donnez pas
à ces gens la possibilité de se défendre. Donc non, nous ne les accepterons pas tant qu'ils n'auront pas eu un jugement équitable. C'est ça. Et Alors, du coup, il y a eu des recours Effectivement, devant c'est un peu fort de café de la part d'un régime autoritaire, parce que l'Algérie est sous un régime autoritaire. Ça, on peut pas aller, on peut pas dire que c'est une démocratie ultra démocratique. Ouais. Mais la France non plus. C'est ce que j'allais dire, mais la France non plus. On l'a vu la semaine dernière dans notre Mais tu vidéo. veux, Non mais attends. oui, c'est ça. Bah, le truc, c'est que c'est un peu fort de café, mais en même temps, c'est bien joué, quoi. C'est se mettre sur le même niveau, c'est se mettre sur un pied d'égalité. Enfin, si ça, c'est une humiliation, je pense que ce qui va venir avec le fait que l'Algérie arrête de commercer avec la France, ça va être humiliant. Et ça va être... les répercussions, par contre, pour les Françaises et les Français, et pas que pour la France, vont être violentes. Par exemple, tu vois, les agriculteurs et agricultrices qui vont beaucoup moins qui vont plus pouvoir vendre à l'Algérie leur blé et leurs matières premières. Ça, ce sera directement à cause de Retailleau, tu vois. Oui, mais... Bon. En fait, tu vois, ce qu'ils comprennent pas, c'est que effectivement, il y a un écart culturel sur certaines choses entre l'Algérie et la France, d'accord ? À chaque fois, on parle de la fierté algérienne, etc. Et dernièrement, les Algériens ont très bien mis ça en œuvre. T'as vu ou pas ce qui vient de se passer par rapport au financement des étudiants algériens en France ? La loi qui est passée là. Non, en fait, en gros, dans des accords, je ne sais pas si c'est les accords des biens, je ne peux pas te dire, mais en gros, il y a un accord entre la France et l'Algérie, et la France finance des bourses étudiantes aux Algériens qui viennent faire leurs études en France. Je crois que c'est à hauteur de 125 millions d'euros, un truc comme ça, bref. Et donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, Retailleau, il a dit, on va voir si on maintient cette bourse, en fait, si on maintient cette aide auprès de l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Algériens ? Ils ont dit, non, reprenez-la, on n'en veut plus de la bourse, en fait. On n'en veut plus. Vous savez quoi, nos étudiants, on va les financer nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Sauf que, après, faut pas se plaindre des conséquences. Regarde, quand il y a eu au final leur caca nerveux avec la L-Morgienne. Oui, on veut plus de L-Morgienne en France parce que c'est fait avec de la poudre de lait. Les Algériens ont dit, ok, mais la poudre de lait, elle vient de France, ce qui veut dire que là, c'est le lait de vos agriculteurs qu'on est en train d'acheter. Oui, mais non, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Algériens ? Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Algériens ? Ah oui, au final, les 8 milliards de blé que vous deviez nous acheter, non, finalement, on va les acheter à la Russie. Gardez-le, votre blé. Allez le vendre à quelqu'un d'autre, nous, on va acheter avec la Russie. Et voilà. Et après, ça vient pleurer. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Coupez toutes les transactions économiques. Tu peux pas... il y a quelques... En fait, si tu veux, tu peux pas te dire que tu es dans une position où on t'a humilié si tu crées toi-même les conditions de cette humiliation. Là, la France est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'Algérie dise « Allez vous faire taper, on veut plus converser avec vous », et dire après « Oui, ils sont pas gentils, t'as vu comment ils nous traitent, mais chouchou, t'as tout fait pour qu'ils te traitent pas bien ». C'est un prêté pour un rendu, c'est logique. Enfin, je veux dire, la position de l'Algérie, jusqu'ici, elle est logique. Vas-y, remets lecture, on va voir la suite. Algérien beaucoup plus important et une attitude algérienne qui n'est pas la même, donc qui n'accepte pas cette façon de faire, qui utilise Boualem Sansal en otage. Donc la bonne méthode, on ne l'a pas encore trouvée, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, Dominique Régnier. La bonne méthode, en effet, on voit les uns et les autres sortir, pas forcément sur sa route aussi. C'est ça qui interpelle, avec des différences d'approche au sein du gouvernement français. C'est la question que l'on se pose aussi ce soir. Oui, en fait, il y a quand même deux grandes méthodes qui sont utilisées depuis un moment. Il y a une méthode qui est celle de la conciliation, de la discussion, des voyages à Alger, des explications, des demandes réitérées au gouvernement algérien, à l'État algérien, d'accepter ceux que nous devons expulser, qui sont des Algériens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. On décide de les expulser et tout est conforme à notre État de droit. L'Algérie refuse. Ça fait longtemps qu'on essaye quand même de les convaincre sans avancer du tout. Il y a à peu près 75 000 Algériens qui sont sous OQTF aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. 75 000 Algériens.
Ça fait combien en pourcentage Sous ça OQTF, Ouais. Ça fait combien de la population française ça 0,01. 75 000 agents. Et il y en a autant chez les Marocains et les Tunisiens, et il y en a même plus, je crois, chez les Tunisiens. Et j'aime bien, tu sais, l'argument justement de l'état de droit, du fait que ils sont condamnés, d'OQTF en accord avec notre droit. Et du coup, Boualem Sansal, il a été aussi interpellé et emprisonné. C'est pas un otage, hein. Il est emprisonné suivant des conventions de droit, en fait, algérien. Exactement. Donc, Non, mais c'est ça, mais en fait... Vraiment... il a commis un délit, il est emprisonné. Alors, on peut juger que la peine requise est trop lourde, si ça, ce que tu veux, ok, d'accord. Mais techniquement... Non, mais tu vois, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup fait rire. C'était un mec, un Français qui est parti avec un Allemand et je sais plus qui. Ils sont partis dans un pays de l'Est pour aller faire des graffitis, tu vois. Ils se sont fait prendre, ils se sont fait arrêter et genre, ils risquaient des peines de ouf, mais genre 20 ans, 30 ans de prison. Et le Français, il disait « Ah, mais je savais pas que c'était aussi grave de faire ça ici. » Bah ouais, mon pote, mais c'est les lois du pays, en fait. Tu vas pas pleurer parce que le pays, il est sévère. Eux, ils luttent en mettant des peines sévères pour que les gens ne dégradent pas leurs biens. Toi, tu viens dans leur pays spécialement pour faire ça, et puis après, tu viens chialer en disant « Je savais pas. » Va dégrader dans ton pays. Pourquoi tu viens nous casser la tête, en fait, ici ? C'est des dingueries, en fait, les gens. Les Français ont un syndrome de supériorité de mon cul, mais vraiment... Que quand ça les arrange, hein. Là, Ouais. c'est que quand... Tu prends la même phrase dans l'autre sens, oh ben non, c'est pas pareil. Bah si, c'est pareil. C'est de la folie. Alors, vous pouvez juger que l'Algérie est une autocratie ou un régime autoritaire, soit. Mais elle est fidèle à ses valeurs. Elle est fidèle à ses valeurs. Je suis désolée, mais pour le moment... C'est un État souverain. Mais bien sûr. Et pour le moment, celui qui est le plus droit... Alors en fait, tu vois, c'est ça qui me fait rire. C'est que dans ce cas-là, on préfère quoi ? On préfère le régime d'autocratie qui est droit dans ses bottes, ou on préfère la démocratie qui va à l'encontre de ses propres règles ? Et puis qui crache sur les règles des autres. Ben en fait, non. Enfin. Vous préférez quoi au boulot ? puis... Est-ce que tu préfères ce collègue qui te parle peut-être comme à une merde, mais par contre il fait bien son travail, et quand il a quelque chose à te dire, il vient te voir et il te dit toi et moi ça va pas, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et tu sais où tu vas avec lui ? Ou tu préfères Carole, la meuf de la compta, qui te dit ah ouais, aujourd'hui t'as mis une jupe aussi courte. Aujourd'hui, tu t'es permis de prendre 30 minutes de pause en plus. D'accord. Tu vois ? Tu préfères quel collègue ? Voilà. La question est vite répondue pour ma part. Nous sommes d'accord. Par contre, non, le droit à géométrie variable, eux, de leur côté, ils n'ont pas le droit, mais nous, on peut, c'est abusé. C'est bien parce que ça a l'air d'être un... C'est bien qu'on soit 4, tu vois. Eux, ils sont 2, ils ont l'air d'être tout à fait d'accord, et nous, on est en face pas d'accord, donc c'est très bien. C'est assez équilibré pour le coup. Et juste en anticipation, tu sais, pour les gens qui diraient, mais dans ce cas-là, si t'es pas contente, t'as qu'à aller vivre en Algérie. Mais c'est prévu, mon pote. C'est prévu. Ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci. Ouais. C'est vraiment D'ailleurs, si vous souhaitez que nous partions le plus vite possible en Algérie, on va ouvrir un PayPal. Donc, sentez-vous libre de nous faire des dons. On sera ravis d'utiliser ces sommes pour se casser. Totalement. D'ailleurs, tu sais que j'ai une copine qui m'expliquait qu'en ce moment, ils vendaient des appartements vraiment pas chers en bord de mer en Algérie. Des super bonnes affaires. Il y a de la construction en masse. Écoute, Marine, je remets play. Ça 75 000. Oui. Et puis c'est un sujet qui ne cesse de... 75 000 ? Autant que ça ? 75 000 ! Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop. C'est tout un stade de France. Comment on va faire ? Si vous voulez, de se dégrader, puisqu'au fur et à mesure que nous avons des OQTF qui ne sont pas exécutés, le stock augmente. L'année dernière... Le stock... Non mais c'est des êtres humains. Oh, c'est des êtres humains. Le stock, il est sérieux. Oh, mon Dieu. Parce qu'en plus, ces OQTF se reproduisent. Un OQTF plus un OQTF, ça fait des bébés OQTF. Ils pullulent. Non mais il a dit le stock.
Non mais meuf, tu sais que j'apprenais ça. Mais c'est des normalement êtres on a eu humains. normalement le on a eu nombre de personnes, si tu veux. mais normalement on a eu le même programme. Hein. Moi je me rappelle des images où on comparait les juifs à des cafards qui se reproduisaient et qui mais on est en plein dedans. Enfin des stocks. C'est très drôle. J'adore ce concept, c'est hilarant. Au secours. Nous en avons exécuté une très faible partie en considérant les OQTF en général. Bref, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça que ce qui m'étonne quand même, c'est de dire que quelle est la bonne méthode. On peut dire. Mais quelle est la bonne méthode ? Nous allons demander à Monsieur H, précurseur dans les méthodes afin de se débarrasser des OQTF. En fait, si tu veux, là, on est quand même à un moment de l'histoire où la fenêtre d'Overton, elle est grande ouverte. Mais c'est un... et où... c'est un loft d'Overton. C'est un loft d'Overton, c'est une baie vitrée d'Overton. C'est un terrain de foot d'Overton. Mais l'étape d'après, c'est quoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, si tu regardes l'histoire, comment ça s'est passé... tu vois, ils sont de plus en plus décomplexés sur leur façon de parler. L'étape d'après, c'est quoi, en fait ? Ah bah attends, écoute, on va voir. On va voir, puisqu'apparemment la méthode ne marche pas, il va peut-être nous donner la bonne méthode. Allons-y. Quelle curiosité. Je suis toute excitée à l'idée de savoir la suite. C'est parti. La bonne méthode, c'est pas celle de la négociation, parce que ça fait vraiment des années, enfin, négociation, je veux dire, essayer de convaincre l'Algérie d'accepter les OQTF, ça fait des années que l'on s'y efforce. En 2021, Emmanuel Macron avait d'ailleurs, dans un tir groupé touchant tous les États du Maghreb, avait repoussé les visas, avait suspendu les visas pour essayer de faire plus d'expulsions. Ça n'a pas bien marché. On est revenu à une politique très favorable. Il y a, je crois, les dernières des centaines de milliers, des dizaines de milliers en tout cas d'Algériens qui sont arrivés en France avec un permis de séjour. Alors attends, je vais expliquer les choses, d'accord ? Quand un Maghrébin... j'aime bien, il est très précis. Je crois, des centaines de milliers, des dizaines de milliers. Il est très précis, ce monsieur. Quand un Maghrébin veut venir en France, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend à l'ambassade française pour aller faire... au consulat français, je crois, pour aller faire une demande de visa. Quand il fait cette demande de visa, il a une somme à donner. Sauf que la somme exigée par la France n'est absolument pas... pareil que pour nous. Nous, 50 € pour nous, 50 € pour un Algérien, c'est énorme. Parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas la même vie. C'est énorme. Voilà. Et donc, ces mecs-là donnent de l'argent et voient leur visa refusé, au motif qu'on limite la quantité d'Algériens qui sont en capacité de pouvoir venir en France. Ok. Le mec, il économise argent qu'il ne leur est pas rendu. Non. On dit non, t'auras pas ton visa, l'argent, il est perdu. Le mec, il se dit, pourquoi ? On lui dit, bah écoute, parce que t'as pas de travail, t'as pas d'hébergement en France, t'as pas de machin. Le mec se démène, fait ses trucs, rééconomise pendant des années, plusieurs mois, et fait une nouvelle demande qui lui est de nouveau refusée. Ok ? Le mec, il aspire à avoir une vie meilleure. Il a essayé de faire une demande de visa qui lui a été refusée. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il vient en France en payant un passeur avec lequel il sera sûr de pouvoir arriver en France. Certes, de façon irrégulière, mais il se dit « je serai en France, je fais mon bif et je verrai plus tard ». Et tu fais une demande de rectification de situation. Exactement. Sauf que quand moi je parle, selon ce que je sais, selon ce que je vois, je connais des membres de ma famille qui sont venus en France avec des visas. Et une fois que leur visa c'est fini, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont repartis en se disant « si je reste en France alors que mon visa est mort, on ne m'en donnera pas d'autres. Et je ne pourrai jamais venir en étant régularisé. » Donc en fait, c'est quoi la situation ? C'est qu'on a le choix entre avoir un visa, venir en France, quand le visa se périme, on n'a pas réussi à faire ses papiers, à pouvoir s'implanter, à avoir un taf, donc on repart. Ou alors on vient en situation irrégulière et on reste ici pendant 15 ans en situation irrégulière et on force l'État au final à nous donner nos papiers. C'est ça. C'est un dilemme, c'est pas un choix. Quand t'as soit un choix compliqué, c'est pas un choix, c'est un dilemme. Non, mais c'est comme un mec qui vole, tu vois. Un mec, par exemple, qui a pas le droit de travailler, il a pas ses papiers, donc il vole. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'est pas mieux à lui donner ses papiers pour qu'il puisse avoir un travail et qu'il arrête de voler ? Ou alors on le laisse en situation irrégulière et on essaie de trouver des solutions pour l'oppresser et le réprimander ?
Et ça gonfle les chiffres de QTF. Voilà. Non, mais bon, Parfois. tu vois, au final, écoutons donc sa solution. Allez. Donc c'est une situation qui est complètement déséquilibrée. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller vers la méthode plus dure qui est possible. C'est pas... Certains plaident pour. Oui, et C'est quoi la méthode plus C'est-à-dire dure? C'est quoi la méthode plus dure? Parce que genre, C'est-à-dire il y a plus dur que de les renvoyer chez eux. Expliquons-nous, qu'est-ce que la méthode la plus dure? c'est pas la guerre, c'est pas un Soyez coup précis. de force, c'est pas un coup d'État, ça fait partie des outils disponibles. On peut dénoncer le fameux accord de 1968 qui est souvent évoqué. On peut aussi, ça a été dit récemment par Hugues Gourdin, un avocat, dans un article du Figaro qui l'a fait remarquer, on peut aussi par nature, sans rentrer dans les détails, on peut suspendre l'accord. Et suspendre l'accord, c'est une décision que peut prendre le gouvernement, et pas nécessairement avec l'accord du chef de l'État. Donc, suspendre l'accord à tout le moins paraît une réponse proportionnée, tant que le gouvernement algérien n'est pas revenu à de meilleures dispositions. Mais il sait à qui il a Donc affaire. là, il parle des Des parle des accords de 68, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est ça. Mais il Qui sait en à plus qui... sont pas si avantageux que ça, et ils sont Exactement. moins avantageux que les accords classiques. Non mais parce que les accords de 68, Mais c'est pas été. attends, excuse-moi, mais est-ce que les Français sont contents d'avoir du gaz chez eux? Est-ce que les Français sont contents de pouvoir se chauffer et de pouvoir faire à manger grâce au gaz? Parce que le gaz, il vient pas de Poitou-Charentes. Je sais pas. Non. On n'a peut-être pas l'info, en fait. On est en conflit Ouais. avec Poutine. Poutine qui ne vendra plus de gaz à la France, ou alors à des prix exorbitants. Non. On est en conflit Oui. avec les États-Unis. Les États-Unis qui ne Qui viennent de vendront retourner pas... leur veste et de se mettre du côté. Exactement, qui ne vendront pas leur gaz à la France, puisque les États-Unis ont des accords d'armement avec l'Algérie. Et Non mais, arrêtez les accords, s'il vous plaît, par pitié, arrêtez-les. Arrêtez-les, par pitié. Et en plus, on a vendu la branche énergie d'Alstom et on est en train d'essayer de la récupérer, mais on l'a vendue pour pas cher et on est en train de la récupérer pour 2 fois le prix. Merci Emmanuel. Mais c'est fait exprès. Donc tout on ça. n'a aucune indépendance. Voilà. Et non mais en fait, si tu veux, là, la France est en train de scier la branche sur laquelle elle ne devrait même pas être assise, mais sur laquelle elle est assise. Bon, Et ah ouais, non mais je m'éplais oh parce là que là. là, il y a trop de suspense dans cette série-là. Vas-y. Quelles Vas-y. Quelles sont les solutions, Marine? Parce que depuis tout à l'heure, elle lui dit, mais précisez, Mais- précisez. Bruno Retailleau a lui-même mis fin à un régime particulier suspendu. Absolument. Un régime Sur les- particulier établi en 2013 de visa pour les diplomates, ceux qui sont en Algérie porteurs d'un passeport diplomatique. Je me suis repris parce qu'en Algérie, il y a apparemment 30 000 personnes qui ont un passeport diplomatique. C'est quand même assez largement la nomenclature algérienne qui peut venir en France comme elle le veut et tout le Ça confort fait associé à ce voyage. Partie de sa riposte, une Oui. partie de sa riposte graduée. La hein. question, tout de même, c'est une question aussi de politique intérieure française. C'est-à-dire, vous l'avez dit, la méthode au sein du gouvernement est elle-même discutée et il y a le jeu de Bruno Retailleau. Là-dedans. Or, Bruno Retailleau est devenu pratiquement l'adversaire d'accord que là- principal, non seulement. On est d'accord que là, en fait, c'est Bruno Retailleau, seul décisionnaire de la position diplomatique française. Non, mais imagine-toi, c'est comme si qu'au final, tu vois, toi et moi, on avait un conflit. Toi et moi, on en embrouille, d'accord? Et qu'il y a ma meilleure amie que tu n'as jamais vue qui vient et qui t'embrouille et qui te frappe et qui te dit, à partir de maintenant, on te parle plus. À partir de maintenant, tu mets plus les pieds chez moi. Excuse-moi, chérie, je t'adore, mais tu peux rester à ta place. Enfin, je vais régler ça avec T'es qui elle, quoi. Enfin, T'es oui, qui tu défends mes En fait, intérêts. si tu veux, c'est... Mais Mais tu vois, l'État, si on doit ramener ça à une métaphore un peu plus... C'est comme si c'était tu sais, ouais, voilà, c'est ça. Chaque pays est comme un adulte sous tutelle. Genre, il est représenté par une autre personne pour faire ses comptes, ses relations avec le monde, voilà. Et là, notre tuteur, apparemment, autoproclamé, c'est Bruno Retailleau.
Donc c'est lui. Non, mais c'est même pas qui ça. décide Non, pour aller de encore la plus loin. politique. Mais pour aller encore plus loin, c'est même pas ça, Marine. C'est que, au final, c'est comme si que notre tuteur, il était en train d'essayer de négocier avec l'autre pays et que t'as François de la Conta qui se ramène et qui se mêle aux négociations. Qui n'a rien à voir, Oui, en parce fait. qu'en plus, Retailleau, il est à l'intérieur. Il n'est pas aux relations diplomatiques. Ouais. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Mais oui, C'est mais quand même François, un truc de fou. il a pas des gobelets à remettre dans la machine à café, je sais pas, tu vois, change le filtre, mon pote, va remettre des beignets. Enfin, fais ton taf, quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Non, mais en fait, tu sais, c'est quoi qui est hallucinant dans cette affaire? Il a raison, en réalité, Retailleau. Il a raison, tu sais pourquoi? Parce que personne l'arrête. Parce que personne l'arrête. Oui. Mais personne ne l'arrête. Pourquoi tu veux qu'il s'arrête? Il est en roue libre, le mec. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est insupportable. Attends. Seulement de Laurent Wauquiez, ça nous le savions déjà, mais également du régime algérien, qui voudrait la tête de Bruno Retailleau, et au fond le scalp. Nous avec le scalp. Carrément. Le scalp de Bruno. Non, mais attends, mais- attends. Le scalp, non, mais... Excuse-moi. Est-ce qu'on peut avoir des propos un peu moins colonialistes, s'il vous plaît? Le scalp, vous voyez, c'est sauvage. hallucinant. Vous voyez, c'est sauvage. Oh là, non, mais c'est abusé, Marine. Et ce mec-là, non, tu sais quoi? Je n'ai plus la télé. Vraiment, hein. Merci. Mais c'est la meilleure décision de ma vie. C'est la meilleure décision de ma vie. De Bruno Retailleau, Tu vois, au c'était- moins consistant à le pousser à la démission du poste de ministre de l'Intérieur, et l'un des Elle poussait à la démission, c'est lui qui a dit. Bruno. Mais c'est lui qui a dit. Il a dit. Ils n'ont Si pas je. poussé. Mais il a dit lui-même. Il a dit si je n'ai pas, je sais plus quel caca là. Il a fait une exigence. Si je n'ai pas mon nouveau hocher, je démissionne. Mais personne lui a dit de démissionner. C'est lui qui a Mais dit ça. casse-toi. Mais casse-toi. Mais c'est hallucinant. Par pitié, démissionne, Bruno. enjeux de cette affaire. Et Mais Darmanin évidemment, alors Bruno Retailleau, il joue deux choses. Il joue l'opinion publique. Et dans cette affaire, L'opinion publique de qui? Des gens qui votent pour lui. Mais qui a voté pour lui? Ils Je étaient, sais pas. ils étaient combien, s'il te plaît, aux 3 législatives? entendus. Ils étaient combien de pourcents législatives Bah, sont partis à la con, là? Je sais pas. Je crois 5%, même 6%. moins que ça. Ils étaient 6%. Donc en fait, l'opinion publique, c'est 6% de la population. C'est ça la démocratie française. Excusez-moi. Oui. Non mais alors, le truc c'est que Bruno il a aussi le soutien du RN hein, parce qu'il l'aime beaucoup, notamment la base électorale. Ils adorent Bruno. Très en accord avec Bruno. Très. Ok. l'opinion publique, à la fois, elle a une attitude consistant à dire que, la position que prend M. Retailleau est juste. Absolument. Qui a dit ça? Qui a dit que sa position était juste? Le mec, il est funambule. Le mec, il est en équilibre sur une corde de soie qui est tenue par une chèvre et un lama. Et non mais vraiment. Et il vient nous dire. Ok. Non mais. Non, Sur ce 64, sujet. Non, 74% des Français le jugent. Voilà. Juste. Et qu'en même temps, 74% des Français. le jugent. Un sondage. Alors, épisode précédent, si tu nous regardes, va regarder la section sur les sondages que nous a fait AffitFeed. On sait que les sondages, c'est fiable. C'est une Oui. très bonne idée de baser un débat sur un sondage. Tout à fait. Merci, Ouais. merci Maman Zeb, merci. on doute beaucoup Ouais. que tout ça arrive à donner un grand résultat. La question qui est-ce 74% des Français estiment que la stratégie de riposte graduée par Bruno Retailleau est juste. Pourquoi riposte graduée est entre guillemets et pourquoi juste est entre guillemets? Et c'est un sondage de où, de quand, auprès de qui? Source Odoxa Backbone pour le Figaro. Qui est Odoxa Backbone? Ah, On va- pour le Figaro. Voilà. Attends. Chroniqueur chez BFM. Ah, Mais attends. Chroniqueur chez BFM. Non mais c'est un truc de ouf en fait. Le mec il fait des sondages pour BFM en étant chroniqueur chez BFM. Il y a pas un petit conflit d'intérêts là? c'est à se demander, hein.
Allez, c'est parti. Est-ce que ça a permis... Alors, la formule de Laurent Wauquiez est assez plaisante. Elle dit l'ampleur de la bataille au sein des Républicains. Laurent Wauquiez, il a dit « Je crains que ce soit très gradué et très peu riposte. Oui. » C'est dire quand même où on en est. Donc, il y a le scalp de Bruno Retailleau voulu aussi par Laurent Wauquiez. Donc, une certaine maladresse d'avoir laissé entendre qu'il pourrait démissionner s'il n'obtenait pas satisfaction. Parce que... Oh, il faudrait pas qu'il démissionne. Si j'ai pas ce que je veux, si j'ai pas ce que je veux, je vais faire une colère. Non, mais... Ouais, c'est ça. La tempête émotionnelle de Bruno. Est-ce que quelqu'un peut appliquer la méthode Montessori sur Bruno, s'il vous plaît? Du coup, il n'y a absolument pas question de donner donner satisfaction aux revendications. Oui. Ce serait le renforcer et ce serait pour le gouvernement algérien le signe d'un échec. Il y a le congrès des Républicains, il aura lieu le 17 mai pour savoir qui sera président. Probablement est-ce que nous irons vers une étape différente à partir de ce moment-là. Enfin, il y a le jeu des présidents. Il est intéressant que vous ayez dit que le président Tebboune ait expliqué que dès lors que les choses se passaient à son niveau et à celui du président Macron, ça allait beaucoup mieux. C'est le sens de son propos. C'est son seul interlocuteur, Voilà. effectivement. Non. Tebboune, Ah oui. il a pas dit que ça se passait mieux dès lors où ça se passait avec Macron. Il a dit qu'il ne donnait aucune crédibilité aux propos de Retailleau au motif que ce n'est pas son boulot et qu'il n'a pas à négocier avec lui. C'est ça. J'ai bien Il compris. est ministre des Affaires il est ministre des Affaires intérieures, pas extérieures. Voilà. Pas des Et affaires donc, étrangères. qu'il n'a strictement rien à dire à Tebboune puisqu'il n'a pas à parler avec lui, quoi. Enfin, laissez les grandes personnes discuter C'est entre abusé. eux. Oh là là. Quant au président Macron, il a dit, lui, qu'en ce qui concerne la révision des accords de 68 ou leur suspension, je pense, et le président Macron estime que c'est de son ressort et que ça n'est pas une décision gouvernementale, en tout cas que sur ce terrain. Le président... Non, pardon, Jérôme. La suspension des accords est du ressort du gouvernement. Oui, très bien, mais La vous croyez dénonciation politiquement, est du ressort du président. que le gouvernement s'offrira... Attends, excuse-moi, ils sont en train de faire semblant de s'embrouiller, là? Alors qu'ils disent la même Oui. chose depuis le début? Pardon. Oui. Non, je t'ai dit du beurre demi-sel sur les pâtes. D'aller contre Emmanuel Macron si Emmanuel Macron dit que ça n'est pas une façon d'agir et d'arriver à des résultats avec l'Algérie que de suspendre des accords. En d'autres termes, François Bayrou n'osera pas aller au-delà, à mon avis, de la position d'Emmanuel Macron. Alors, si Macron accepte la suspension, Ah bon? vous aurez raison, il n'y a pas de problème. Quant à Bruno Retailleau, il est interdit de démission au moins tant qu'il n'est pas président des Républicains. Ça, surtout pas, effectivement. Voilà la période que Dans nous un avons. gouvernement, C'est surtout Bah, qu'il pourquoi c'est surtout qu'il va assumer d'avoir écarté grand ses fesses. Et puis c'est tout. Enfin, tu vois. En fait, Tu le mec. menaces de démissionner si t'obtiens pas ce que tu veux. Bah, t'obtiens pas ce que tu veux, bah, démissionne. Mais non, mais c'est surtout que c'est trop facile au final, Marine. C'est-à-dire que le mec, il vient, il détériore des relations diplomatiques qui sont à la base solides, en fait. En gros, ça se passe bien. Hein, puisque Macron avait re-signé il y a pas très longtemps les nouveaux accords avec l'Algérie. Ça se passait plutôt bien. Bah, Ça voilà. se passait. plutôt Donc bien. le gars, il vient, il fait son caca et puis après il va démissionner. Mais il va rester là, il va assumer, mais bien sûr qu'il va assumer jusqu'au bout. Attends, il est hors de question qu'il démissionne. Encore heureux qu'il dépose pas sa démission comme ça. gouvernement qui n'a pas de majorité, les ministres comme Bruno Retailleau ou le Premier ministre comme François Bayrou, qui veulent montrer à l'opinion qu'ils font ce qu'ils peuvent pour que les choses s'améliorent, la suspension des accords ou d'une partie des accords est le seul outil à leur disposition. C'est pas la majorité qui va les soutenir, ils n'en ont pas. Démissionner est peut-être pas une façon très habile de mettre son poids C'est dans la moins qu'on balance, puisse dire, oui. mais C'est pas une façon très mature surtout. Enfin, Ah oui, non. très habile, on s'en fout. C'est surtout que dire si j'ai pas ça, je démissionne. Mon chat, tu veux pas démissionner pour toutes les casseroles que vous avez au cul parce que C'est ça. un peu de dignité quoi. si Oh on là ne là. peut pas suspendre les accords alors qu'on en possède le droit, cela signifie publiquement que l'on ne fait rien et on s'expose de manière tout à fait périlleuse à la sanction de l'opinion pour François Bayrou qui est faible, on en reparlera, mais aussi pour Bruno Retailleau qui est, on l'a compris, candidat à la candidature. Mais c'est là où, Mais ça c'est là ne où peut je... se faire Quelle sans sanction? l'accord Attends, d'Emmanuel attends. Macron. 2 secondes.
quelle sanction de l'opinion? Parce que, pardon, hein, mais de une, ils n'ont pas été élus, ces gens-là, puisqu'ils ont fait 5 ou 6%. Quelle sanction, du coup? Non, mais en fait... Parce qu'on n'est pas d'accord. En fait, la majorité des Français n'ont pas voté pour ce gouvernement, pour les gens qui nous gouvernent actuellement. Du coup, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre qu'on soit pas d'accord? Non, mais c'est surtout que c'est très drôle parce qu'au final, ils viennent de parler d'opinion publique comme si qu'ils représentaient la majorité de ce que disent les gens, sauf que les gens se sont déjà prononcés par les urnes. De l'IFOP et d'Odoxa. Voilà. C'est ça l'opinion. Voilà. Ils se basent pas sur les urnes, ils se basent sur les sondages. Mais oui. Et en fait, ils veulent pas avoir des mauvais résultats dans les sondages. Oh, zut. Petit chat. Voilà. Regarde, on voit la peine sur son visage. Ah ouais. Non, non pas l'accord juridique, non pas l'accord institutionnel, je parle de l'accord politique d'Emmanuel Macron. Et on a compris que d'abord, il avait aussi influé sur la parole des uns et des autres en recadrant un peu la parole publique de ses ministres. Juste, c'est là où je suis pas complètement d'accord avec vous, Dominique. C'est que vous dites que la négociation ne sert à rien. Néanmoins, vous en parliez. L'interview de Tebboune, hier à la télé algérienne, dit peut-être quelque chose de ce qui est peut-être en train de se passer dans la coulisse. J'aimerais qu'on écoute un extrait. On en reparle ensuite. Les coulisses. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Ouais, c'est... Ils ont bien fait semblant de pas être d'accord pendant 35 secondes. C'était intéressant. 12 secondes, 12. Franchement, mais je t'ai dit, c'était un combat à beurre doux contre beurre de micelle. C'est ça. Ouais. Mon Dieu. Mais c'est... Non, mais après, tu vois le vocabulaire... C'est hallucinant quand même, la position française. Hein. Ouais, mais tu vois aussi le vocabulaire qui est utilisé. On parle de l'autre, là... On parle de l'autre d'otage, alors qu'au final, il a été arrêté en vigueur selon les lois algériennes pour un ressortissant algérien. On vient parler de scalp de Retailleau. On vient parler d'opinion publique qui n'en est pas. Enfin, je veux dire, dans ce discours, rien n'est exact. Rien n'est vrai. Non, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On ramène 2 politologues qui sont clairement du même bord pour faire semblant de s'opposer alors qu'ils ont exactement... L'opposition, elle était où? C'est qu'il y en a un, il disait il faut que ce soit Macron qui débatte, et l'autre qui disait non, il faut que ce soit Retailleau. Mais à aucun moment, il y en a un qui a dit non, la négociation est légitime, ou oui, la négociation est illégitime. Tu vois ce que je veux dire? Elle était là, l'opposition. Elle n'est pas dans le fait de savoir si il faut réprimer ou est-ce qu'il... Non, c'était quoi? C'était est-ce qu'il faut y aller en graduation ou est-ce qu'il faut y aller durement? Est-ce que la position de la France doit être défendue par le président de la République, ou est-ce que la position de la France doit être défendue par le gouvernement et Bruno Retailleau? Oui, et puis il y avait aussi, est-ce que c'est légitime de la part de Bruno de... Mais non. Non, mais les questions, elles étaient ridicules. Est-ce qu'il doit présenter sa démission ou pas? Est-ce que il doit attendre l'élection d'un nouveau président pour son parti, pour les Républicains, ou pas encore? Est-ce que... Enfin, c'était des questions, mais qui n'alimentaient absolument pas le débat. Parce qu'au final... oui, et puis il y avait aussi ça. Est-ce qu'on doit être très sévère, ou est-ce qu'on doit être dans la graduation? En fait, vous prenez la répression, vous dites qu'au final, c'est... Enfin, qui doit s'en occuper? Mais à aucun moment, vous trouvez des solutions, ou alors vous dites comment est-ce qu'on peut arranger les choses. Tu te rends compte que ce genre de contenu, c'est H24 sur la télé mainstream? Heureusement qu'on l'a pas chez nous. Hein. Ah mais vraiment, enfin... moi je t'assure, hein, là tout de suite je me dis quoi? Heureusement que j'ai pas la télé, vraiment. Parce que moi, voir des trucs comme ça... Mais je comprends, tu vois, que les gens soient dépressifs. Tu éteins ta télé, si tu vas pas faire une balade champêtre, t'es dans la merde. Hein. Ouais, puis surtout, tu comprends la position des gens qui regardent la télé. Enfin, moi, dans mon entourage familial, il y a quand même des gens qui regardent la télé, qui écoutent la radio. Mainstream et qui du coup pensent avoir tu sais une vue large de ce qui se passe en France, mais en fait tout ce qui se passe à la télé et à la radio est très orienté direction la droite. Et pas direction, si un peu direction la Mecque aussi. Mais oui, mais non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en plus, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que en réalité, tu vois, quand on reprend le fond du débat, tu vois, quand on a pris le fond du débat, c'était
est-ce qu'on doit être dur ou est-ce qu'on doit être gradué avec l'Algérie? Donc en fait, on te fait d'entrée de jeu comprendre qu'il faut sanctionner l'Algérie. Que l'Algérie est en tort, tu ne peux pas penser l'inverse, tu vois. Ensuite, la question c'est ça. est-ce que ça doit être Macron qui doit s'en occuper ou est-ce C'est que ça. ça doit être Retailleau? Donc c'est forcément quelqu'un de ce gouvernement ou quelqu'un qui a élu ce gouvernement, tu vois. En fait, d'entrée de jeu, les questions, elles sont faites C'est ça. pour que tu ne puisses pas te dire mais attendez, on peut pas améliorer les choses, on peut pas essayer de faire en sorte de pouvoir vraiment discuter du fond du problème. À aucun C'est moment ça. c'est évoqué. À aucun moment c'est évoqué. Comme je te dis, on parle des OQTF, mais le problème ne vient pas des OQTF, le problème vient du droit français qui n'a pas donné à ces gens la possibilité de pouvoir se défendre. Donc donnez-leur un jugement Il crée équitable. des conditions pour qu'il y ait un problème avec... Si tu crées les conditions pour qu'il y ait un problème avec les EQTF et que tu utilises ce problème avec les EQTF comme un levier diplomatique derrière, c'est totalement discutable et totalement méprisable comme façon de faire. Moi, je trouve que la façon de faire de la France, l'orientation politique, le bras de fer qui est mis en place par la France, il est ridicule, il est méprisable. Et franchement, c'est pas à la hauteur de ce que je me faisais de l'idée de la diplomatie de notre grand pays qui est la France. Enfin, c'est ridicule. On passe pour des cons. En fait, on s'auto-humilie. La position de la France, qu'est-ce qu'elle humilie? Elle humilie la France. Tu sais, c'est le mec qui arrive à une soirée. C'est le mec qui arrive à une soirée, qui picole trop, il fait l'hélicoptère avec sa bite et puis après il vient pleurer parce qu'il y a des photos de lui qui circulent, tu vois. Ouais, les gens ils m'humilient, les gens. Mon pote. Comporte-toi Ah, bien. ma biche, tu sais pas boire, tourne au Perrier. Hein. Mais c'est ça. En fait, comporte-toi Je te dis. correctement, tu vois. Vraiment, j'hallucine de ce manque de cohérence. Est-ce qu'on passerait pas au Kikadi? Si, oui. Ouais, allez, on y va. Merci. Kikadi. C'est Kikadi. Ah, ça va mieux. Tu as combien de Kikadi, toi? J'en ai 2, mais il y en a un, j'aimerais bien le faire tout de suite parce que il est dans la continuité. Eh bien, commence. C'est bon ou pas? Allez. Ouais, vas-y. Alors, Kikadi, j'ai une ligne de conduite, je ne participe à des cérémonies religieuses pour peu qu'il y ait une dimension officielle. Bruno Retailleau. C'était sûr. Oui, parce qu'il a participé à une messe à Ajaccio il y a quelques années et là, il a refusé de participer à... il a refusé son invitation à l'Aïd, je crois. Non, c'est pas l'Aïd, c'est un tour comme c'est fait à chaque fois, tous les ans pour le ministre de l'Intérieur, en fait. Ah, c'est juste... Ok. Et donc, en fait, il a refusé d'aller manger avec les musulmans puisqu'il n'y avait pas de dimension officielle. Sauf que ça ne le gêne pas d'aller à des événements judaïques, ça ne le gêne pas d'aller à des événements chrétiens. Mais par contre, ça pose un problème d'aller manger avec des musulmans. Même pas de faire la prière ou quoi, aller manger. Voilà, si c'était des Tunisiens qui cuisinaient, il avait peur que ce soit trop har. C'était trop piquant pour lui. Je le comprends, Bruno. Bruno tient à son anus. Voilà. C'est ça. Non, mais on le comprend. Enfin, à un moment donné. Bruno ne pourrait pas manger chez moi. Oh, j'ai fait des penne à l'arrabbiata l'autre jour. Qu'est-ce que c'est bon, les penne à l'arrabbiata. Oh là là là. Ouais. Bah écoute, on va rester dans le thème. Kikadi. Alors, je précise. Il a quelques années, ce Kikadi. Kikadi, la colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors déjà, c'est une très très belle phrase, qui est très très véridique. Mais j'en ai aucune idée. Allez, lance-toi. Qui aurait pu dire ça? Qui aurait pu dire ça? Je sais pas, Clément Viktorovitch? Contexte. Cette phrase a été dite pendant une visite en Algérie. C'est Macron? Par une personnalité politique. Oui,
pendant sa campagne de 2017. C'est compliqué, là. C'est très, très compliqué. Ah ouais, c'est très, très compliqué. Ah là, voilà. Bah, tu m'étonnes que ce soit Retailleau qui s'occupe de ça, parce que Macron, il peut plus s'occuper du conflit, en fait, après avoir dit ça. Bah, le truc, c'est que, techniquement, il a rien fait dans ce sens. C'est-à-dire que le passé qu'il faut regarder en face en présentant ses excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes, la colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Pardon, hein, mais avant 2017-2024, ça avait quand même quelques années, Manu, pour mettre en place une reconnaissance mémorielle de ce que la France a fait à l'Algérie. En fait, tu sais, je pense que le problème, c'est que les Algériens, ils attendent plus rien de la France. Je pense que les Algériens, en fait, ils se sont fait à l'idée qu'ils ont subi ça. Mais par contre, les Algériens savent qu'ils ne le subiront pas deux fois. Tu vois. C'est qu'en fait, vous voulez pas vous excuser, c'est pas grave. Tu vois. Vous excusez pas parce qu'en fait, on n'attend plus d'excuses de votre part. Par contre, venez pas nous chier dessus, quoi. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Là, la riposte algérienne avec, qui pourrait se mettre en place avec justement la. En fait, pour le coup, mais l'Algérie ne riposte pas, Marine. L'Algérie ne riposte pas. Mais pour l'instant, elle riposte pas. Mais quand ils vont riposter vraiment, c'est pas genre juste on va vous renvoyer vos OQTF avec des comment ça s'appelle, des arbalètes, tu vois, j'en sais rien. Non, eux ils vont nous couper le gaz. Mais c'est pas une riposte. En fait. Faut arrêter de déconner avec. Mais en fait, c'est ça que je pense que c'est ça que la France ne comprend pas, que les Français ne comprennent pas, c'est que les Français ont plus à perdre que les Algériens, en fait. Tu vois, on est là à dire, oui, la France, c'est l'une des plus grandes puissances, patati patata. Sauf que l'Algérie, 1, elle a des alliés, et 2, elle est à un stade où elle ne peut aller que vers le haut. Donc en fait, vous allez perdre vos accords, vous allez perdre des fondements basiques, vous allez perdre des choses qui sont essentielles à la vie des Français, mais l'Algérie, elle ne perd rien. Et en face, t'as l'Algérie. C'est pas, enfin, je veux dire, la France a été immonde avec ce peuple, avec cette nation, humiliée, torturée, tuée. Franchement, on peut parler de génocide. Clairement, on pourrait en parler. Mais tu sais, par exemple... Je comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir cette position-là, non, tu vois, par exemple, Marine, un truc tout bête, mais tous les vieux vaccins français qui sont pas vendus, tous les restes, tu sais, quand il y a un vaccin qui existe, puis après on en fait un autre un peu plus performant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces anciens vaccins ? On les vend en Algérie, et il y a des accords entre la France et l'Algérie. Et l'Algérie a mis en place des obligations de vaccination pour son peuple, pour pouvoir rentabiliser ces vaccins, tu vois. L'Algérie, demain, elle décide de ne plus acheter ces vaccins. C'est d'un cynisme. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a des choses aussi qui n'aident pas forcément les Algériens, des accords qui ont été faits qui ne sont pas en faveur de l'Algérie. Si la France en débarrasse l'Algérie, c'est très bien. C'est très très bien. Ok, mon deuxième Kikadi. Ce racisme anti-blanc, il n'y a aucune raison qu'il soit tabou. C'est une réalité. Pascal Praud ? Non. C'est le culot à l'état pur. C'est le mec qui vient parler de racisme anti-blanc alors que lui-même n'est ni loyal, ni respectable, ni... Tu vois ce que je veux dire ? C'est le mec qui est raciste au plus haut point et auquel on a donné le poste... Éric Zemmour, Jordan Bardella. Mais bien sûr que non, c'est un membre de notre gouvernement, sinon c'est pas drôle, Marine. Un membre du gouvernement qui aurait dit ça ? Oh là là. Un membre, écoute-moi bien, je vais te dire un truc encore pire. Juste pour recontextualiser. Parce que qu'il y ait des teubés qui pensent que le racisme anti-blanc, il existe parce que tu ne peux pas avoir d'appartement à cause... Écoute-moi bien. Ce mec est ministre de localités qui ont l'un des plus gros taux de discrimination envers les Noirs. Donc c'est pas Bayrou ? Non, mais non. Darmanin ? Non, t'es prête ou pas ? C'est Manuel Valls. Allez, vas-y. C'est Manuel Valls.
Putain, il me fatigue, ce mec. Ah, j'avais oublié qu'il était là, lui. Le mec, on est d'accord que c'est le ministre des territoires des dom-tom, ou je me trompe, non? D'outre-mer. On Des est territoires d'accord. d'outre-mer, ouais. On est d'accord, c'est le ouais. ministre des territoires d'outre-mer, le mec. Et le gars va dire que le racisme anti-blanc, il n'y a aucune raison qu'il soit tabou, c'est une réalité. C'est comme en fait, le racisme anti-blanc, c'est comme c'est comme la misandrie. C'est-à-dire que ça vexe, mais ça ne tue pas. Non, mais c'est surtout que ce mec-là, en C'est fait, le même. en gros, c'est il doit du gérer. même niveau, tu vois. Mais il doit gérer des départements où en ce moment il y a des soulèvements parce que des blancs se sont appropriés toutes les richesses et font la misère à des noirs. Et lui, il arrive en disant non, mais attendez, le racisme anti-blanc, il existe aussi, donc ne diminuez pas notre peine. Vous, effectivement, ok, vous vivez dans des bidonvilles, C'est abusé. vous n'avez pas de soins, vous n'avez pas d'eau, vous êtes maltraités, mais nous aussi on souffre. Nous les blancs, on souffre aussi, d'accord? Qui est vexé. Il est vexé. C'est insupportable. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Mais enfin, dans 20, 30, 40 ans, qu'est-ce qu'on dira dans les livres d'histoire de cette période qu'on est en train de vivre? Enfin, tu vois. Ah oui, je vais en profiter pour parler d'un truc, ok? Tu te rappelles, tu as parlé plusieurs fois des Balkans. Oui. Ok, bon. Je suis tombée sur apparemment un collectif de personnes qui souhaiteraient mettre un boycott économique dans notre pays en place. Et donc, ils font des appels pour que plus rien ne soit consommé pour, je crois, du 1er au 4 mars. Un truc comme ça. Avril. Du 1er au 4 avril. Merci. Du 1er au 4 avril. Et donc, en fait, ils se disaient, est-ce que vous voulez qu'on repousse parce qu'il va y avoir le ramadan, etc. Et les musulmans, dans la majorité, ont dit, boycottez, on s'en fiche, nous. Vous en faites pas pour nous, pour l'Aïd. On n'a pas besoin de consommer pour ça. Faites votre truc et nous, on suivra. Et donc, ces comptes n'ont pas suffisamment de visibilité. Si vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, allez vous renseigner. Il y a des gens qui essaient de mettre un boycott en place. Je sais pas comment faire pour les aider. J'ai essayé de republier, mais j'ai pas énormément de vues. Moi, j'ai entendu parler d'un mouvement qui voulait mettre en place une grève de la consommation tous les premiers samedis du mois. C'est ça, mais en fait, en gros, ils savent pas trop comment faire. J'ai vu qu'ils voulaient mettre ça à la date justement du 1er avril. Et ils sont en train de voir, de dire aux gens... bloquer cette partie-là, c'est dans une semaine, renseignez-vous et qu'il y ait une date qui soit arrêtée, qu'on soit tous d'accord, même si c'est sur plusieurs jours. S'il y en a qui disent que c'est le 2, il y en a qui disent que c'est le 1, il y en a qui disent que c'est le 3, et on va pas faire de courses pendant 3 jours, on s'en fiche, pendant 3 jours, on va rien consommer, on reste chez nous, ça fera du bien à tout le monde, on n'achète rien sur internet, on fait rien du tout, et rien du tout. Même on n'a plus de pâtes, et bah c'est pas grave, on va bouffer du riz, on n'a plus de beurre, et bah c'est pas grave, on mettra de l'huile, on se démerde, on demande à un voisin, on est solidaires entre nous, on se débrouille, d'accord? Mais moi, j'espère vraiment que ça va fonctionner et qu'on pourra faire bouger les choses. Si on peut rien faire dans la rue, eh ben, on fera ça financièrement. Et voilà. Tu vois, typiquement, moi, je peux pas aller à des manifestations parce que la plupart des manifestations sont dans une grande ville qui a 3/4 d'heure, 1 heure de route de chez moi, donc c'est un peu, compliqué. De 2, j'ai des enfants en bas âge. Comment tu veux que je fasse? Enfin, c'est trop dangereux. Vu la répression policière, je trouve trop dangereux. En fait, en gros, tu vois, je pense qu'il y a un petit peu ça. Ils essayent aussi de faire peur aux gens. Maintenant, tu vois, moi, pour avoir été à la manifestation contre l'islamophobie et le racisme samedi, avec mon pote avec lequel on y a été, on a hésité à prendre les enfants et on s'est dit, écoute, on sait pas comment ça va se passer, on les prend pas. On aurait clairement pu les prendre. Vraiment, ça ne craignait pas. Après, c'est vrai que les tiens, ils sont très petits. Mais je pense qu'il faut faire attention, qu'il faut savoir s'éloigner des gens dangereux, que il faut simplement suivre le cortège et pas hésiter à s'en éloigner si à un moment c'est dangereux. Tu vois. Après, ce genre d'initiative, ça permet, je veux dire, quand tu habites au fin fond de la Creuse et que t'as pas la possibilité ou l'envie de faire 2 heures de route pour aller à la grande ville la plus proche, ce genre d'initiative de grève de la consommation, tout le monde, toute personne sur le territoire, que tu sois français, française, sous OQTF, quel que soit ton statut, tu peux le faire et ça va avoir un impact. C'est beaucoup plus puissant que le vote ou que la manifestation parce qu'en fait, ça va taper
directement au porte-monnaie des plus grandes fortunes. Tout de suite là, tac, comme ça. Ouais. Mais moi, Donc, je pense qu'il faut pousser le truc à bout. Hein. Je pense qu'il faut même pas payer les transports en commun. Il faut que tout le monde fraude. Vraiment, moi, je pense qu'il faut aller au fond où, genre, on sort de chez soi et on n'a pas d'argent à dépenser. Je sors de chez moi, je n'ai pas d'argent à dépenser. Tu vois. Vraiment. Zéro. Ouais. Zéro argent, tu bloques ta consommation. Ouais. Ça va, 4 jours. Enfin, en plus, bloquer sa consommation, ça fait du bien, tu vois, au porte-monnaie. Tu dis, j'allais acheter. En fait, non, tu vois, et voilà. Ceux qui veulent arrêter de fumer, profitez-en pour pas racheter de paquets. Tu vois. Ceux qui veulent se mettre au régime, profitez-en pour pas aller dans un fast-food où vous achetez une canette d'un soda. Voilà. Voyons. N'allez pas au tabac, n'achetez pas de cigarettes. Ayez un geste responsable pour vous-même, pour Pensez à vos vos enfants, poumons. Exactement. pour l'économie du pays. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, parce qu'en plus, tu sais, leur délire de oui, on augmente le prix du paquet pour que les gens arrêtent de fumer. Ouais, ok. Ouais. Écoute, il y a quelqu'un qui a mis un grand coup de pied dans la fenêtre d'Overton, dans la baie vitrée d'Overton, pour l'élargir encore plus. Voilà. T'es prête ? J'ai le choix. Non. Qui qu'a dit ? Il faut le dire, il y a un problème avec l'islam et les femmes. Les textes sont fondamentalement misogynes. Il y a quelqu'un qui disait non, mais vous voulez dire l'islamisme ? Non, la religion islam elle-même. Alors, je ne sais pas à la base qui a dit ça, mais au vu de l'intelligence des propos, je dirais Louis Sarkozy. C'est tellement facile. Mais tu sais pourquoi ? Bravo. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il vient parler de textes qu'il n'a pas lus. Il vient confondre islam et islamisme, même si moi, ce terme me gêne fortement, puisque... Ah, mais il confond pas. Là, pour le coup, plusieurs fois, il a réitéré son propos. Oui, non, mais on est d'accord qu'il est le seul à dire des trucs comme ça. Enfin, bref. Oui, c'est vrai, en fait. T'as raison. En fait, c'est le premier, là, pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, exactement. Non, en fait, je pense que Louis Sarkozy, il a été mis là pour tolérer l'intolérable. C'est qu'en fait, il va dire des choses et on va dire, mais non, mais il se rend pas compte de ce qu'il dit. Mais il a pas tort. Enfin, si on repense bien à... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. L'islamisme, ça n'existe pas. Il y a l'islam et il y a les terroristes. Il n'y a pas d'islamisme. Voilà. Je le dis clairement. Ouais. Si au final, c'est pour définir une forme de terrorisme issue de l'islam, est-ce qu'on parle d'écologisme ? Est-ce qu'on parle de droitisme ? Quand on parle des attentats de l'extrême droite ? Non, on ne dit pas ça. Donc l'islamisme, c'est une aberration qu'on a trop tolérée. Donc vous ne me parlerez pas d'islamisme. Si vous voulez, vous pouvez parler de terrorisme islamique, mais pas d'islamisme. Voilà, ça n'existe pas. Ouais. Juste pour le contexte, il a quand même rajouté « Si nous prenons les textes sacrés islamiques, les hadiths et le Coran, on a un gros problème. » Et il a dit à la fin, donc t'avais l'opposition. Chalgoumi, ouais, quelle opposition ? Garrido, oui, qui disait oui, non, mais vous êtes anticlérical, du coup, vous détestez les religions. Et il a dit « Les religions ne se valent pas, Madame Garrido. Elles ne sont pas égales. » Telles que les hommes, bien sûr. Une perte israélienne et une perte palestinienne, ça n'est pas pareil. Voilà. L'homme n'est pas au même niveau. Bien sûr que non. C'est pour ça que nous voulons renvoyer les OQTF algériens, mais que nous ne voulons pas reprendre les Français musulmans terroristes. C'est pour ça, parce que toutes les vies ne se valent pas, voyons. C'est ça. Donc, voilà. Écoute, c'était facile. C'était facile. Écoute, ouais. Je vais pas aller chercher trop loin cette fois-ci. Non. Merci à toi pour ce stream très intéressant et un peu nouveau avec le react qu'on a fait ensemble. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Écoute, j'allais dire que je me suis beaucoup plus amusée. C'était sympa. C'était très différent. Je trouve que ce stream était très différent de ceux qu'on avait l'habitude de faire. Mais on trouve notre style au fur et à mesure. Et puis voilà. Exactement. Donc, comme d'habitude, moi, je vais vous inviter à liker ce que vous allez voir comme extrait. Voilà, donc soit TikTok, Instagram, venir vous abonner à nos pages.
sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Voilà, on est ensemble. Et bien sûr, à partager autour de vous s'il y a des parties qui vous ont plu particulièrement. Juste petite précision, je Oui. suis pas sûre qu'on puisse publier la vidéo jeudi, peut-être vendredi. Je vais essayer de faire au mieux au niveau du montage, mais là, on a streamé très tard, en plus on est mardi. Mercredi, je suis hyper prise. Jeudi après-midi aussi, je suis prise. Donc, ce sera vendredi cette fois-ci. Ouais, ce sera peut-être vendredi. J'essaie de faire au mieux pour faire le montage le plus vite possible, mais voilà. Ok, écoute, vendredi. On a déjà publié un samedi, hein, donc bon. Ouais, c'est vrai. Ça va. Ouais. Vous nous en tiendrez pas rigueur. Bon. Nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, plein de belles choses dans votre vie. Et nous finissons donc cet épisode de l'écho de nos réflexions numéro 7 avec la citation de Maman Zèbre. Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant.